Donc moi, j'ai toujours vu le football comme un ascenseur social. J'ai toujours été celui qui me dit, j'attends ce moment. Ouais. Il y en a qui le subissent, moi je le vis. Les choses s'obtiennent par le travail. Ouais. Le talent, c'est bien, mais le talent ne suffit pas. Le plus beau souvenir, c'est avec les Lions. Les gens, ils lisent pas le Coran, ils vous lisent vous. Ils disent que c'est toi le musulman. Là, ce Camara-là est un cas. Allow me to reintroduce myself. My name is Ho. Show. Hello les incroyables, la team incroyable. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouvel épisode du Hove Show, que vous nous écoutiez dans vos écouteurs ou que vous nous regardiez sur YouTube. Bienvenue la famille, bienvenue à tous les nouveaux qui s'abonnent sur la chaîne. J'espère que vous êtes bien installés parce que aujourd'hui je reçois un grand frère. Je reçois un homme de cœur. Un homme qui fait bouger les choses pour le continent. Un homme engagé. Un scoreur. Je reçois Monsieur Diomansi Kamara dans le Hove Show. Bonjour grand frère. Elle est top, l'intro. Elle est top. Tu as vu, c'est histoire de se mettre dans le showtime, dans le showbiz, tu vois. Comment vas-tu? Ça va, super, et toi? En forme? Impeccable. Bien installé? Très, très bien installé. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bah déjà, merci d'être venu. Parce que pour ceux qui ne savent pas, hein, mais ça fait plusieurs fois qu'on se parle, qu'on essaye de coordonner. Mais c'est dur de gérer beaucoup de choses et de trouver du temps. Mais alhamdulillah, il a trouvé le temps. On est assis, on va discuter. Ah non, c'est un plaisir, hein. Franchement. C'est vrai qu'on s'est loupé pas mal de fois, mais j'ai suivi ce que tu faisais et c'était important pour moi aujourd'hui d'être présent et de pouvoir avoir cet échange. Merci beaucoup, merci beaucoup. Et moi, c'est un honneur de te recevoir parce que je vais apprendre à connaître l'homme qui est Diomansi Kamara. Et ça me fait énormément plaisir d'avoir cette discussion avec toi. Et pour te mettre tout de suite dans le bain, la première question que je pose à tous mes invités, c'est la question la plus dure du podcast. Après, tu verras, tout le reste, elle est facile. Mais la question la plus dure, c'est comment tu te présentes aujourd'hui à quelqu'un qui ne te connaît pas? Ah, ça, c'est toujours la chose la plus compliquée, c'est vrai. Hein, parce qu'il y a ce que les gens voient de toi, mais il y a ce que toi également, tu penses de ta personne. Moi, je pense que je suis quelqu'un de très humble et je me définis comme un enfant du continent. Ok. Voilà. Même si je suis né à Paris, j'ai grandi à Paris, mais aujourd'hui, issu de la mixité, le papa sénégalais et la maman française, je me définis vraiment comme non pas un enfant du Sénégal, mais un enfant du continent africain. Ouais, ok. Parfait. Là, c'est bien placé. Ça a bien placé le cadre. Maintenant, on va pouvoir rentrer dans l'histoire. Donc, comme tu dis, toi, tu es né, grandi à Paris? Ouais, tout à fait. Comment c'était l'enfance de Diomansi Kamara? Non, une enfance un peu comme beaucoup d'enfants de la banlieue parisienne. Moi, mon papa est issu de la Médina. Ok. Donc, il est parti quand il avait à peu près une vingtaine d'années. C'est quelqu'un qui joue au foot, donc il est parti là-bas pour essayer de devenir footballeur professionnel. Ok, donc le papa était footballeur. Voilà. Oh, okay. Il a joué au Jaraf. C'est quelqu'un qui a grandi ici avec la passion du football. Okay. Donc il est parti en France très jeune et c'est là où il a rencontré ma maman et moi j'ai grandi en région parisienne avec ma grande sœur et mon petit frère. Donc voilà, une enfance posée, aimante, avec des parents bienveillants, mais bien évidemment dans les quartiers populaires. Là où il y a toutes les problématiques que l'on peut comprendre. La question que je vais te poser, c'est parce que en tant que métisse, je comprends un petit peu ça. Déjà, c'était comment d'être métisse à cette époque-là, tu vois? Et est-ce que tu prends conscience très vite que tu es un petit peu différent des autres de par ton métissage, ou du fait de ton entourage, il n'y avait pas de distinction? Non, mais moi je suis né en 1980. Donc, il faut replacer les choses dans leur contexte. C'est aujourd'hui on fait une différence de genre. Dire celui-là est métis. Non, moi, j'ai grandi dans une mixité culturelle qui était hallucinante. Donc, moi, ça n'a jamais été un problème, le métissage. J'ai grandi avec des Camerounais, des Guinéens, des Algériens, des Marocains, des Libanais, avec des Antillais. Des Antillais et tout. Donc, en fait, on a toujours grandi dans cette mixité. Et au-delà de cela, même sur les aspects religieux, on voit qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes. Mais moi, j'ai grandi avec mes amis, ils étaient chrétiens, ils étaient
musulmans, ils étaient juifs, il y avait des athées. Donc en fait, on a toujours grandi dans une mixité culturelle et sociale qui a jamais créé un problème. Donc moi, j'ai grandi vraiment avec aucun souci. Ma maman, elle était française chrétienne. Mon papa, il était sénégalais musulman. Ouais. Et en fait, moi, j'ai eu vraiment les deux cultures et ça m'a permis aujourd'hui de me construire et d'avoir une vue d'ensemble beaucoup plus tolérante que certaines personnes. C'est marrant parce que moi, c'est le contraire. C'est le papa qui est français, chrétien, la maman qui est sénégalaise, musulmane. J'ai vécu dans le monde parallèle. mais comme tu dis, je trouve aussi, c'est vrai que je pense que c'est cette génération de réseaux où tout le monde a la parole, Wow. tout le monde a droit de parler, Mhm. qui justement crée ces tensions, ces différences, ces regards et tout. Et là, justement, comme tout le monde peut parler, mais tout le monde n'a pas la réflexion qu'il faut pour parler, ben, tu as souvent des gens qui ne devraient pas parler, qui se permettent et qui créent ces trucs-là. Mais bon, donc, jeunesse, bien. Mhm. Est-ce que tu rentres dans le foot très vite jeune parce que le papa joue au foot ou est-ce qu'il essaie de pas te mettre dedans et c'est toi qui y vas? Non. Après, moi, j'ai commencé à jouer à l'âge de 5-6 ans. Après, comme tous les gamins du quartier, on Ouais. était en bas, on jouait. Moi, j'ai grandi à Gennevilliers, Ouais, dans le 92, une banlieue parisienne. Donc, non, le papa, c'est pas... Papa, c'est quelqu'un de bienveillant. C'est pas quelqu'un qui pousse son enfant en se disant, voilà, aujourd'hui, moi, j'ai pas forcément fait la carrière que je souhaitais et je vais mettre une pression sur mon enfant, comme on peut le voir aujourd'hui avec le projet les projets Mbappé. Voilà. On aura peut-être le temps d'en rediscuter, mais à l'époque même, le football brassait pas autant d'argent qu'aujourd'hui. Donc, la priorité était très souvent mise sur les l'école, études. ouais. On disait, voilà, il faut que tu aies ton bac, il faut que tu travailles bien à l'école. Et le football, c'était, entre guillemets, un petit peu secondaire parce Ouais. qu'on savait que c'était beaucoup d'appelés, très peu d'élus. Donc, en réalité, moi, j'ai eu une enfance où j'étais assez bon très jeune, mais le papa ne m'a jamais poussé plus que cela. Par contre, il y a eu un accompagnement qui m'a permis après de pouvoir devenir footballeur professionnel parce que ça, c'est quelque chose de très important, d'avoir des personnes autour de soi qui vont te permettre voilà, de tirer le maximum de ton potentiel pour pouvoir atteindre tes objectifs. Donc, de ce côté-là, oui, le papa était bienveillant. On s'est beaucoup entraîné ensemble. Le samedi matin, il venait voir tous mes matchs. On a travaillé beaucoup sur les points à améliorer, mais j'ai jamais ressenti la pression familiale pour me dire il faut que tu fasses carrière. Ouais. footballeur professionnel. Non, ça jamais. Ça doit être des beaux souvenirs de s'entraîner avec son père. Et... Ouais, c'était magnifique. Hein. C'est surtout le pied gauche. Moi, je me rappelle, quand je suis devenu footballeur professionnel, j'avais la faculté de pouvoir frapper aussi bien du pied droit que du pied gauche. Mais ça, c'est le papa. Dès que j'avais 10 ans, 11 ans, on allait au parc et il me disait, allez Joe, il faut travailler ton pied gauche, il faut travailler ton pied gauche. Donc, j'ai beaucoup travaillé le pied gauche et ça, c'est des souvenirs qui me sont restés marqués de comprendre que les choses s'obtiennent par le travail. Ouais. Le talent, c'est bien, mais le talent ne suffit pas à atteindre ses objectifs. C'est vraiment être bosseur, travailleur qui vous permet d'arriver à vos ambitions. Mhm. Et dans ta jeunesse, est-ce que tu viens souvent au Sénégal? Ouais, mon premier voyage au Sénégal, c'est quand j'avais 6 ans. Tu t'en souviens? Ouais. Ouais. La première fois, c'est... Tu t'en souviens tout le temps. En fait, moi, je peux pas m'en souvenir parce que moi, je suis né ici. Mhm, Tu vois? Donc, moi, c'est différent parce que moi, je quitte à 4 ans le Sénégal. mhm, Et c'est pour ça que moi, c'est intéressant de voir comment toi, mhm. quand tu arrives la première fois, c'est quoi ton ressenti, tes souvenirs que tu as quand tu viens la première fois au Sénégal? Non, moi, c'est les odeurs. Ouais. C'est le monde. Ouais. C'est les quartiers populaires. Donc, comme j'ai dit, nous, on est originaire de la Médina. Ouais, non, Donc, forcément. voilà, nous, c'est famille, l'accueil, la bienveillance. Donc, non, franchement, directement, on joue au football. Ouais. Et les gens, ils sont dans la rue, on est là, on joue au foot. Donc, moi, mon premier voyage, j'avais 6 ans. Et de mes 6 à 18 ans, j'ai dû venir 5-6 fois. On essaie de venir tous les 2 ans. Ouais. Après, déplacer toute une famille, Ah oui, non, bien sûr. ça coûte bonbon. Ça coûte de l'argent. Donc, avec le papa, on essaie de venir tous les 2-3 ans minimum. Donc, j'ai fait 5-6 voyages avant de venir après en équipe nationale. Ouais. Et on faisait des longues périodes. Ouais. On faisait des périodes de 1 mois. Et on a 2 familles avec qui on était très proches. Une famille capverdienne, les Abalo, et une famille sénégalaise, un frère à moi, Lassana Doumbia. Mhm. Et on essayait souvent de venir ensemble. Ok. Et on faisait 1 mois et demi. Vous savez, quand vous venez les vacances de juillet. Et juillet, août, je les passe pratiquement tout le temps ici. Donc, j'étais beaucoup entre les parcelles à Séni et la Médina. Ouais. Donc, de beaux souvenirs au Sénégal beaux pendant les souvenirs. vacances. Ouais, top. Et donc, tu fais ton parcours scolaire. Mhm. À quel moment le football devient plus sérieux? À quel moment tu sens que, OK,
j'ai peut-être des skills différents que les autres de mon âge et qui a un potentiel de pouvoir peut-être faire une carrière ou peut-être faire quelque chose? Non, ça arrivait très jeune, hein, parce que moi, en fait, je jouais à Gennevilliers, dans le club local qui s'appelait le CSMG, et à l'âge de 10 ans, déjà, moi, il y a des recruteurs viennent à la maison pour que j'atteigne un centre de formation. Ok. Donc voilà, 10 ans, mais le papa disait que j'étais trop jeune. Mhm. Donc il y a eu le PSG qui est venu, le Red Star et le Racing. C'était les clubs un peu phares De Paris. de la parisienne. région parisienne. Et donc le papa, il m'a dit non, à 10 ans, tu pars pas. On attend tes 12 ans et à 12 ans, on prendra la décision. Et donc les 3 recruteurs sont venus à la maison et on a décidé d'aller au Red Star. Parce qu'en fait, c'était le club qui était le moins loin et mon père, il voulait pas que je rentre en centre de formation. Il m'a dit, voilà, moi, je préfère t'accompagner, être à côté de toi, mais que tu aies quand même l'affection familiale et de pas juste aller dans le centre de formation. Donc, à partir de l'âge de 12 ans, là, je suis rentré au Red Star. Je faisais un sport-études, mais j'étais pas en centre de formation comme les autres jeunes ont pu faire par le passé. Ah ouais, non, j'avoue que ça, effectivement, tu gardes, parce que pour les gens qui ne se rendent pas compte, moi, j'ai joué longtemps en basket. Donc moi, au contraire de toi, moi, j'ai eu beaucoup de demandes de centre de formation, mes parents ont toujours refusé. Donc déjà, ma première question, c'est comment toi, tu as vécu de 10 ans à 12 ans quand tu vois des recruteurs qui viennent, que tu sais que c'est ton rêve à ce moment-là de devenir footballeur, et qu'on te dit non, tu peux pas aller en centre de formation. Et pour replacer pour les gens, quand tu vas en centre de formation, c'est que tu vas du lundi au samedi, tu es au centre, tu t'entraînes tous les jours, tu manges au centre, tu dors au centre. De temps en temps, tu rentres à la maison si tu n'es pas trop loin le week-end. C'est ça, tout à fait. Mais pour ceux qui sont loin, tu rentres pas le week-end. Tu attends quand il y a des vacances scolaires, tu peux rentrer. Et pour ceux qui sont bons, même quand il y a les vacances scolaires, tu vas jouer en équipe régionale ou départementale. Donc, les gens qui ne se rendent pas compte que c'est des enfants qui rentrent dans un engrenage où c'est non-stop. On te demande de la performance très vite, très tôt et non-stop. Donc, mentalement, sur des gamins, ça peut être beaucoup de pression. Et comme tu disais tout à l'heure, il y a très peu d'élus. Il y en a beaucoup qui veulent essayer, mais il y a très peu d'élus. Donc même la pression psychologique, moi je pense que c'est ça que mes parents avaient peur, c'est de se dire, déjà ils n'avaient pas confiance au niveau scolaire des centres, de ces centres-là, parce que mon père est prof de maths. Donc ils avaient peur que quand tu sortes, tu ne sois pas bon à l'école. Alors qu'en fait, aujourd'hui, on se rend compte qu'ils ont des très bons niveaux et que tu en as beaucoup qui deviennent kinés ou docteurs, qui se spécialisent dans la médecine du sport ou dans les activités du sport. Ils avaient peur de ça et ils avaient surtout peur de tu vas donner beaucoup de trucs, si tu as une blessure, si tu as quelque chose, après on te jette, quoi. Donc moi, c'est comment tu vis donc de 10 ans à 12 ans quand tu vois ces recruteurs venir et que finalement tu te rends compte que tu peux pas y aller, et comment tu vis justement, allez, maintenant que tu es au Red Star, qu'est-ce que ça t'a fait quand tu dis ça y est, là je commence un objectif professionnel? Non, c'est vrai que je vais revenir sur ce que tu as dit sur les centres de formation, parce que les gens disent souvent, oui, les footballeurs, c'est des privilégiés, les footballeurs sont trop payés. Mais c'est vrai qu'il y a une statistique qui est sortie sur les 10 dernières années. Sur 100 enfants qui rentrent en centre de formation, il n'y en a que 2 ou 3 qui deviennent footballeurs professionnels. Ça veut dire que c'est 3%. Wow. En fait, c'est juste hallucinant. Ouais. Et sur les 3%, il y en a peut-être un qui fera carrière. Ouais. Donc, en réalité, c'est un monde qui est très, très dur. C'est un monde où tu passes complètement à côté de ta jeunesse. Ça veut dire que tu es 12 à tes 18 ans, tu es dans un milieu déjà, entre guillemets, professionnel, où il y a beaucoup de concurrence, où il n'y a pas forcément des gens qui te veulent du bien, où c'est H24 la performance. Donc moi, je pense que c'est ça que mes parents ont voulu éviter. Et moi, de mes 10 à 12 ans, la première fois, par exemple, que le recruteur du PSG est venu à la maison et que mes parents m'ont dit « tu y vas pas », en fait, pour moi, c'était pas audible. Alors c'est sûr. J'ai dit, attends, j'ai le PSG. En plus, ça, en tant que jeune Parisien, à mon avis, tu supportais le PSG. Voilà. Moi, ça a toujours été mon rêve de jouer au PSG. Et dès très jeune, mes parents m'ont dit, non, mais tu peux pas y aller, ceci et cela. Mais après, c'est des gens... la chance que j'ai avec mes parents, c'est que mes parents, c'est des gens qui étaient très ouverts à la discussion. Ouais. Ils ont toujours été dans le dialogue. C'est pas le papa ou la maman qui dit, c'est comme ça, c'est comme ça. Et donc, ils m'ont dit, non, je m'en suis pour telle et telle raison. Aujourd'hui, tu es jeune, on va te donner l'opportunité, tu as du talent et qu'on sort. Et donc, on avait fait un petit pacte où les parents m'ont dit non, tu continues ta progression et dans 2 ans, on te permettra de pouvoir, si tu continues comme ça, partir au start. Donc, à partir de ce moment-là, on s'est challengé et j'ai dit que si c'était le cas, donc aucun souci. Et après, 2 ans après, on a continué à discuter avec les recruteurs et c'est là qu'on a choisi le Red Star parce que c'était le moins loin.
La petite contrainte, c'était que je devais me lever très tôt. Ouais, C'était forcément. à 1h30. Donc, le papa, il m'a dit, voilà, tu rentreras pas en centre de formation, mais est-ce que tu es prêt à faire les sacrifices pour revenir tard, faire tes devoirs et consorts et voilà, ça, c'était un peu ce qui était difficile parce que je partais très tôt le matin, je dormais très tard le soir pour finir tous les devoirs et consorts. Mais sinon, c'était une très, 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 très belle expérience. Mais c'est bien parce que c'est deux choses, je trouve, qui résument ton caractère d'aujourd'hui. Comme tu as dit, tes parents étaient beaucoup dans la discussion. Je trouve que c'est quelque chose qu'on retrouve chez toi aujourd'hui. Tu es quelqu'un qui discute, tu es quelqu'un qui explique beaucoup sur tes réseaux, beaucoup de choses. Donc, je pense qu'ils t'ont transmis ça sans que tu te rends compte à ce moment-là. Et je trouve que, comme tu dis, tu partais très tôt, tu rentrais très tard, mais ça montre déjà ta détermination. Parce que tu n'as pas beaucoup de gamins qui, à 12 ans, oui, tu vas le faire un mois, tu vas le faire 2 mois. Quand l'hiver arrive, que tu pars, il fait nuit, tu rentres, il fait nuit, il fait froid. Si tu n'as pas la détermination, si tu n'as pas envie de faire ça, tu t'arrêtes très vite. Non, c'est clair. Et surtout, la chance que j'ai eue, c'est que mon ami Lalassana, avec qui on jouait dans le même club, avait aussi d'énormes qualités. Et voilà, nous, les recruteurs, ils voulaient un peu tous les deux. Voilà. Et donc, en fait, ça nous a permis, pendant toute notre enfance, c'est top, ça. Ouais. C'était un des deals pour pouvoir accepter un des clubs. Ok. Voilà, parce que lui, il était défenseur central. Moi, j'étais attaquant. On était un peu les deux pépites de notre club. Et donc, on a dit, voilà, l'équipe qui nous prendrait tous les deux, on irait c'est cool ça d'avoir son pote avec qui tu vas. Ouais, j'ai un meilleur pote. On habitait à un palier d'écart. Donc, tous les matins, pendant 6 ans, on s'est pas lâché. Incroyable. Ouais, c'était top. Ah ouais, ça doit être top, ça, de ouf. Ouais, c'était... Vous devez avoir des souvenirs, des anecdotes tous les deux. Ouais, non. Lui, c'est... En fait, je le considère comme mon frère. Ouais, c'est ton frère. C'est même bien pas... sûr, bien on sûr. s'est connus, on avait 6 ans. On a joué de 6 ans à 18 ans ensemble. Wow. Et donc, c'est la famille Doumbia, Lassana, son papa Sidi, Gabi. C'est avec eux que je venais tout le temps au Sénégal. Donc, non, c'était... Ouais, c'est un frère. Et ça m'a... Dans les moments difficiles, c'est important d'avoir des gens sur qui s'appuyer. Et après, tu parlais du passage de Gennevilliers au Red Star. Et c'est là quand même que tu te prends une petite claque. Parce que moi, dans mon club formateur, j'étais vraiment celui que... Ouais, la pépite, voilà. on peut dire. Ouais. Et quand je suis arrivé là-bas, en fait, le Red Star, il faut savoir qu'ils prennent tous les meilleurs de la région parisienne. Ça veut dire, non pas seulement du 92, mais vraiment du 93, du 95, tous les petits de Pierrefitte, de Saint-Denis, de Sarcelles, de Gennevilliers, d'Épinay. Et quand je suis arrivé là-bas, je me suis dit, waouh. C'est chaud. Mais vraiment. Hein. En fait, je rigole parce que les gens qui suivent les podcasts, ils vont déjà avoir entendu cette anecdote, mais il faut que je te raconte une anecdote. Moi, je joue au basket, comme je t'ai dit, et à un moment, Nike, ils font un tournoi à Paris. C'est la première fois qu'ils font un tournoi de Nike. Il y avait, je crois, 1 ou 2 joueurs NBA qui étaient venus et tout. Moi, j'étais en équipe départementale, équipe régionale, j'avais fait présélection équipe de France basket. Donc, je me dis, je suis bon. J'ai un petit niveau, tu vois, ça va. Je me dis, je vais aller faire le corps à Paris. Inch'Allah, ça va bien se passer et tout et tout. Ah, mon gars, je suis arrivé à Paris. C'est là que tu vois que, gars, moi, j'étais en Charente-Maritime. Il y a la Charente-Maritime, il y a le reste de la France et il y a les joueurs de Paris. C'était un vivier. Paris, c'est un vivier incroyable de talents. Et on le voit aujourd'hui avec tous les talents qui sortent, que ce soit dans le foot et dans le basket. Donc, quand tu te retrouves, toi, avec le meilleur du meilleur de cette zone-là, non, c'est... tu prends une claque. En fait, c'est ça. Parce que toi, tu as l'habitude, tu fais tes tournois, tu vis dans ta réalité à toi. Tu gagnes les matchs, on te dit que tu es le plus beau, tu es le plus fort. Mais là, c'est vraiment la première fois où quand je suis arrivé là-bas, je me rappelle les premiers entraînements. En fait, j'avais pas l'habitude de voir des gens qui étaient plus forts que moi. Oui. Mais moi, j'étais vraiment pas un des meilleurs. Je suis arrivé, je me suis dit, putain, ouais. Là, c'est chaud. J'ai dit, il y a vraiment... Et c'est là où je pense que mon mindset directement, il a tourné. Je me suis dit, il va falloir que je travaille. Ouais. Il va vraiment falloir... Et puis... Moi, petit, j'étais chétif. Okay. J'étais très chétif et donc, t'es arrivé, il y en avait qui étaient beaucoup plus costauds, qui allaient beaucoup plus vite. Donc, c'est là où, quand même, moi, j'ai réfléchi différemment, où je me suis dit, il va falloir que je prenne les informations plus vite, il va falloir que je réfléchisse plus vite que les autres. Donc, quand t'as un gabarit qui n'est pas de la même manière que tes coéquipiers, en fait, c'est comme les Espagnols. Si tu vois, les Espagnols, ils sont très chétifs, ils sont petits, mais ça ne les empêche pas de pouvoir pratiquer un football qui est complètement différent. Ouais. Ils ont dominé ces dernières années parce qu'il y a une intelligence dans le jeu qui fait que tu dois réfléchir avant les autres parce que sinon, physiquement, tu ne peux pas tenir. Donc, ça, quand même, ça a été le premier choc de me dire qu'il y a des petits qui sont plus talentueux que moi et qu'il va vraiment falloir que je travaille et développer d'autres skills pour pouvoir
atteindre le niveau et jouer en équipe. À l'époque, ça s'appelait les nationaux. Mhm. Tu avais 3 catégories. Tu avais PH, DHT nationaux. Et pour être en nationaux, moins de 13, moins de 15, moins de 17, il va vraiment falloir que tu travailles. Et grâce à Dieu, j'ai réussi quand même à atteindre un assez haut niveau de performance qui m'a permis après, par la suite, de faire la carrière que j'ai pu faire. Et moi, où je trouve que c'est très, très fort, ce que tu fais et ce que toute votre génération, vous faites, tu vois, ce que je compare à aujourd'hui, ce qu'il ne faut pas que les gens oublient, c'est qu'il y a très peu de documentation. Tu sais, c'est pas comme aujourd'hui où tu vois un Cristiano Ronaldo qui s'entraîne, tu vois un autre qui s'entraîne, tu vois leur détermination, tu vois leur entraînement, tu vois les efforts qu'ils font. On avait très peu de documentation à l'époque. La seule documentation qu'on avait, c'était Téléfoot. Tu regardes un peu Téléfoot le dimanche. Donc, tu n'as pas autant d'inspiration, je vais dire. Tu n'as pas autant de modèles qui te montrent les efforts qu'ils font pour rester à ce niveau-là. Donc, te remettre en question à cet âge-là, déjà, et te dire que, OK, je ne suis pas fort dans ça, il faut que je développe ça, il faut que je fasse ça pour arriver à ça. Tu vois, on en revient à ce côté déterminé de Diomansi Kamara qui a un objectif et qui lâche pas et qui dit je vais aller là-bas. Je suis conscient de mes forces, je suis conscient de mes faiblesses, je suis conscient de ce que je dois travailler et je vais le faire. Et ce qui est fort, c'est que tu le fais de 12 ans, donc à 18 ans, tu restes au Red Star. Voilà, ça fait. Des belles années? Magnifique. En fait, comme je vous dis, c'est les plus beaux souvenirs. Nous, on était vraiment, dans la région parisienne, on était vraiment une équipe d'élite. Comme je vous ai dit, c'est le vivier. Ouais. On sait qu'en région parisienne, la plupart aujourd'hui, même vous voyez les footballeurs de l'équipe de France, ils viennent tous de la région parisienne. Ouais. On dit que où est-ce qu'il y a le plus grand vivier, c'est dans la région parisienne. Par exemple, au Brésil, ça va être Rio. Par exemple, en Afrique, on dit où est-ce que un des plus grands viviers, c'est Abidjan. Et c'est la réalité quand tu commences un peu à rentrer dans le monde. Ah ouais, j'aurais pensé chauvin, j'aurais pensé Sénégal. Mais non, à Abidjan, en fait, ils ont une manière, ils appellent ça le maracana. Ça veut dire que les jeunes de 12 à 13 ans, ils jouent déjà pieds nus, il y a des spectateurs. Au Sénégal, on a une qualité intrinsèque qui est extraordinaire, mais au niveau du football des jeunes, il n'est pas forcément autant développé que tu peux aller voir en Côte d'Ivoire. Quand tu vas en Côte d'Ivoire, tu vas sur les tournois des jeunes, c'est juste hallucinant. Dans chaque quartier, tu peux prendre une pépite et te dire que c'est extraordinaire. Après, qualité intrinsèque, le Sénégalais, le Guinéen, l'Ivoirien, ils sont à peu près au même niveau, mais eux, dans leur manière de fonctionner et travailler, ils sont à des années-lumière. Mais vraiment. Et donc, non, pour revenir sur mes années au Red Star, non, c'était magnifique. C'était beaucoup de travail, beaucoup de sacrifices. Mais ce côté détermination, je pense que tu l'as vécu aussi. On vient de la banlieue. Et donc, le banlieusard de nature, il a envie de s'en sortir. On vit dans des conditions qui sont difficiles. Les parents, ils ne roulent pas sur l'or. Donc, en fait, tous les enfants, comme il disait Kerry James, le banlieusard, il se débrouille. On est là, on a un objectif, on est tous là à se tirer les uns vers l'autre pour se dire, on a envie de changer la situation sociale de notre famille. Et c'est ça qui nous motive au quotidien. On ne peut pas se dire, non, aujourd'hui, on est bien. Non, c'est pas vrai. Tu es bien dans ta structure familiale, tu es bien dans l'amour affectif, mais tu sais que tu es dans une réalité qui est compliquée et que tes parents, ils sont en difficulté. Donc moi, j'ai toujours vu le football comme un ascenseur social. Je me suis jamais dit, je veux devenir footballeur pour être une star. Non. Je me suis dit, voilà, aujourd'hui, mes parents, ils sont en difficulté et on prend ses responsabilités très jeunes. Tu te dis, si j'arrive à sortir de la misère, j'achète une maison à mes parents. Ou mon père, il n'a pas forcément la voiture que tu souhaites. Tu dis, je vais lui acheter cette voiture-là. Et moi, c'est ça qui m'a toujours motivé. C'est pas de me dire, je vais faire là une démarque. Non, il faut que je réussisse pour mes parents. Pour leur donner l'opportunité de changer de cadre de vie. Donc, en fait, c'est moi ce qui m'a toujours poussé vers l'avant et ce qui m'a motivé chaque jour lorsque c'était compliqué. Ah non, bien sûr, c'est un moteur différent. C'est sûr que le moteur de je veux être une star et le moteur de je veux impacter ma famille, il n'est pas le même. Donc, on comprend encore plus pourquoi tu es focus très rapidement dans ce projet. Voilà. Et après, comme tu dis, faut recontextualiser ou dans le sens où le téléphone commence à arriver, on n'a pas accès aux ordinateurs, il n'y a pas de YouTube, comme tu disais. Aujourd'hui, il y a des speakers, des gens qui te motivent, on te dit il faut faire... Non, aujourd'hui, toi, tu dois te créer ton propre environnement, tu dois créer tes propres clés pour pouvoir arriver à tes objectifs. Aujourd'hui, tu vas sur YouTube, tu vas sur Instagram, tout le monde te motive, on te dit il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, tu as tel modèle. La société, elle a évolué.
Nous, à l'époque, il fallait faire avec les moyens du C'est ça, bord. tu construis seul. Voilà, tu te mets dans ta barque, tu rames et tu essaies d'arriver le plus loin possible. Ouais. Et donc, quand les années Red Star terminent, tu vas où? Donc, moi, je reste jusqu'à... Et c'est là où c'est intéressant parce que ma mère, c'est quelqu'un... Le côté sportif, c'était le papa. D'accord. Le côté scolaire, c'était la maman. Même si elle n'a pas fait de grandes études, c'est quelqu'un qui est très intelligente, qui lisait beaucoup. Donc, nous, on a beaucoup baigné dans la lecture. La maman, on devait lire pratiquement un livre par mois. Ouais. Elle était là, elle nous disait, l'être humain, c'est son savoir. D'accord. Elle nous a toujours inculqué l'amour des lettres. Donc, moi, j'étais beaucoup plus littéraire que matheux. Par exemple, moi, ma soeur, elle a fait un bac plus 7, elle a fait anthropologie. Mon petit frère, il a un bac plus 6. Donc, on est dans une famille où... Les études, c'est important. À l'époque, on nous disait, il faut étudier, Ouais. il faut étudier, il faut étudier. Donc, moi, à l'âge de 17 ans, j'ai l'opportunité d'aller faire un test en Suisse. D'accord. Donc, mes parents me disent, OK, il n'y a pas de problème, va faire ton test. C'était pendant la période scolaire. Donc là, je pars en Suisse. Je fais un test dans un club qui s'appelle Bellinzona. Et j'ai mon agent actuel, on en reparlera, qui me trouve ce test avec un Suisse qui s'appelle Adriano Di Vittorio. Et je pars là-bas tranquillement dans mon test. Mais c'est l'année du bac. D'accord. Et donc, moi, j'arrive en Suisse. Et au bout de 3 jours, l'Italien me dit, non, Diomansi, je vais t'amener en Italie. Je lui ai dit, non, mais je suis bien en Suisse. Je suis en train... Il me dit, non, tu es en train de faire un bon test, mais moi, j'ai un autre projet pour toi, j'ai une autre vision. Et il me dit, tu vas aller dans le sud de l'Italie en 4e division. Je dis, mais on est en Suisse, c'est en 2e division. Hein. Qu'est-ce que je vais aller faire en 4e division italienne? Moi, je dois passer mon bac cette année, on va perdre du temps, tu vois. Laisse-moi faire mon test ici, si ça se passe bien, ensuite on voit. Il me dit, non, je t'amène en Italie. Donc moi, je pars en Italie, je fais mon test en 4e division. Le club s'appelle Catanzaro. Et là-bas, c'est vraiment, c'est comme l'Afrique. Ouais. Tu ressens l'amour des gens. Il y a 20 000 spectateurs dans le stade alors que tu es en 4e division. Tu Ok. dis, oh là là, Ah ça, oui. à l'époque, ça s'appelait la Cidue. C'est un club historique là-bas en Italie. Malgré qu'ils soient en 4e division, Ouais. tu as 20 000 spectateurs. Ouais, moi, j'arrive par exemple le jeudi, je fais mon entraînement jeudi, vendredi, samedi. Et le dimanche, je vais au stade. Et je vais au stade, je vois 20 000, un stade plein. Waouh. L'atmosphère et tout ça. Je dis, waouh, putain, quand même, et tout ça. Je passe mon test. Et le président, il me dit, tu repars pas en Le président italien. représentant italien. Il dit non, toi, tu restes là, toi. Il me dit, tu pars plus. Donc je dis, comment ça, je pars plus? Il me dit, non, toi, il dit, toi, je te perds pas et tout ça, et tu repars plus. Je dis, non, mais moi, je suis venu 2 semaines, en fait, j'ai pas mes affaires et tout ça. Et donc, il me dit, non, on te fait pas repartir. Et donc là, on commence les négociations et tout ça. Et c'est là où ça a été compliqué parce que la maman elle m'a dit, Ah oui, pour elle, c'était pas audible. il y a le bac, mon fils. Tu peux pas rester là. Elle me dit, comment ça, tu reviens pas? Je dis, non, maman, t'as vu, je vais devenir footballeur. Et c'est là où le papa, vraiment, il m'a permis de réaliser mes parents, ils ont failli même se séparer à cause de ça. Beaucoup ne savent pas. Ma mère, elle a dit non, mais alors que aujourd'hui, si tu peux signer professionnel, pourquoi attendre Ouais. Donc, j'ai dit le bac. Et en fait, c'est ce que j'ai expliqué à ma mère. J'ai dit, laisse-moi vivre mon aventure. Tu sais que je suis un garçon posé, raisonné et consort. Et si jamais ça ne devait pas se passer comme ça devrait se passer, je reviens, je reprends mes études et mon bac, je l'aurai. Mais elle, dans sa tête, c'était non, et ton bac, quoi qu'il arrive, minimum, tu as ça, et ensuite, tu peux continuer. Donc, on a eu des négociations à gauche, à droite, et finalement, elle m'a laissé, j'ai pu signer mon contrat professionnel en Italie. Donc, moi, je suis parti, en fait, j'étais même pas encore majeur. Ouais. J'ai quitté la France et j'ai signé professionnel en 4e division italienne. Non, mais c'est comme tu dis, c'est que pour que les gens se rendent compte, c'est vrai qu'aujourd'hui, on parlait tout à l'heure en rigolant des projets Mbappé et tout, mais c'est vrai que on n'est pas encore dans cette mondialisation du football. On n'est pas encore dans tous ces parents qui rêvent que leur enfant pète le jackpot parce qu'il joue. Et puis en tant que parent qui est aimant, surtout vous, quand je vois les valeurs qu'il y a, la maman, il y a toujours l'inquiétude de s'il a une blessure, Bien sûr. si il joue pas et tout ça. Donc elle veut juste protéger son fils en se disant, peu importe qu'il arrive dans le foot, si c'est fini, au moins il a ce bac-là qui peut lui amener à faire autre chose. Et je comprends aussi le papa qui a son rêve d'être footballeur, qui voit son fils qui peut peut-être vivre ce rêve-là, tu vois, et qui a envie de le pousser. Donc, j'imagine
la dualité pour les parents et la dualité pour le fils aussi, d'entendre les deux parents, chacun qui te dit oui, mais ça, ça doit pas être facile. Mais donc, bref, tu signes. Donc, tu signes, tu es en pleine saison ou tu signes et tu commences la saison d'après? Non, en fait, ce qui était compliqué, c'est que moi, j'étais encore sous contrat au Red Star. D'accord. Donc, moi, normalement, tu vas juste faire tes tests. Donc, moi, je me rappelle, c'était au mois d'octobre. Et de octobre à janvier, maintenant, il faut discuter avec le Red Star. D'accord. Pour qu'eux, ils puissent me libérer. Mais en fait, c'est les présidents un peu... j'ai pas envie de dire mafioso, mais... Oui, tu vois, on voit l'atmosphère. Un peu gangster. Oui, il t'a dit, tu bouges pas. Donc, il me dit, t'es là, on va trouver. Tu bouges pas. En fait, lui, En fait, le président, il avait son fils et c'est son fils qui gérait le club. Et lui, il est vraiment tombé amoureux de moi. D'accord. Et il a dit, et comme tu parles à l'époque, il n'y avait pas énormément de joueurs qui partaient à l'étranger. Ça commençait un peu cet exode des joueurs formés en France qui partaient. Je me rappelle, il y avait Ousmane Dabo qui a eu également le même problème du côté de l'Inter. Et donc, en fait, il y avait vraiment un peu ce conflit entre les fédérations. Dire, attends, nous, on est en train de former nos meilleurs jeunes et maintenant, ils partent à l'étranger. D'accord. Donc, il y a eu un conflit pendant 2 mois, de octobre jusqu'à janvier. J'ai pas pu jouer avec eux. De toute manière, c'était pas la période des transferts. Et au mois de janvier, ils ont communiqué avec le Red Star et consorts. Et j'ai réussi à me libérer et à jouer mon premier match là-bas en Italie. Et justement, ce premier match, ça fait quoi pour des gens qui ne sont pas footballeurs, qui ne sont jamais rentrés sur un terrain avec un stade, comme tu dis, là, c'est 20 000 personnes. On va parler de stade où tu as joué, où il y a plus. Mais est-ce que tu peux nous décrire, ça fait quoi quand tu rentres dans un stade où tu es dans le couloir, là, avant de rentrer dans le stade, où tu entends le stade qui vibre déjà, tout. Ça fait quoi d'être dans le vestiaire, de porter ton premier maillot professionnel et d'y aller? En fait, le truc, c'est que il y a plusieurs approches. Moi, j'ai toujours été celui qui me dit j'attends ce moment. Ouais. Il y en a qui le subissent, moi, je le vis. Ça veut dire que j'étais excité à l'idée de pouvoir jouer et montrer mes qualités. C'est que tu te visualises quand tu es jeune, quand tu vas dans ton lit, tu t'allonges, tu dis putain. Le jour où. Donnez-moi cette opportunité. Ouais. Et c'était marrant, le premier match, en plus, c'était le dernier jour du mercato. Et en fait, le président m'avait fait une surprise, il avait fait venir ma famille. Oh. Ouais. C'était la grande... Tu sais, c'est à l'italienne, à l'ancienne. Et je me rappelle, mon père, il avait une Renault 25 à l'époque. Et ils sont... Tu sais, il n'y a pas le moyen de prendre l'avion ou quoi que ce soit. Ils ont fait la route. Non, venez. Et ils ont fait la route pendant 1 jour et demi. C'est 2000 km. Et toi, tu ne savais pas qui venait? Non, je ne savais pas. Et donc, en fait, le président me dit non, tu vas avoir une surprise et tout ça. Et la veille du match, je vois mes parents dans les tribunes. Oh là là. Le jour du match, en fait. Et juste avant, et moi, je me rappelle, mon idole de jeunesse, c'était Georges Weah. Ah, le grand. Ah, Mr. George. Oui. Et lui, il jouait toujours avec des chaussures rouges. Et mon père, il sait que j'aimais trop Moi, j'ai toujours aimé les chaussures de couleur. Même en équipe nationale, je jouais avec chaussures orange, jaune. Et mon père, il m'a ramené... Attends, t'inquiète. Pour ceux qui voient le plan large, ouais, les couleurs. Hein. Il y en a toujours les couleurs. Et donc, en fait, c'est marrant. Il est venu, il m'a jeté ma paire de godasses. Non, c'est incroyable. Le stade était comme ça et il y avait des chaussures rouges. C'est des anecdotes, c'est fou. Je me rappellerai toute moi. Ah, bien sûr. Ah, il m'a ramené mes chaussures rouges. Il me les jette comme ça. Et bon, parce que j'étais remplaçant, tu vois, je les vois comme ça. Et je dis non. Et mes parents, ils étaient là et tout ça. Et je rentre à quoi à 20, il y avait 1-1. Et je rentre à 20 minutes de la fin. J'avais 18 ans, j'étais un faux follet. J'attendais, j'ai dit fais-moi rentrer, fais-moi. Et je suis rentré, premier bam, 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 bam. J'ai fait passe, l'attaquant, la Tortora et marque, et on a gagné 2-1 le derby. Et c'était un gros derby. Oui, dès que tu rentres, passe décisive. Ouais, direct. Là, j'ai pris le ballon, j'ai éliminé 2. Ah, le papa, il devait être content. Ah non, le papa, il devait être... Non, il était aux anges. Lui, il pouvait s'évanouir. Oui, t'as ton fils qui rentre. Premier ballon. Match. Ouais. Premier ballon, passe D. Direct. Ah, alhamdoulilah. Non, machallah, voilà, ça devait être incroyable comme sensation. C'était magnifique. Et en fait, eux, ils étaient arrivés le vendredi. Donc, ils devaient faire genre juste le week-end. Et le président, il était tellement content. Il a dit, allez, vous restez toute la semaine. Waouh! Il a tout payé. Non, c'est la grande classe. Grands hôtels, il les a mis dans un grand palace et tout ça. Et tu sais, nous, les parents, ils viennent de la banlieue. Ouais. Donc, tu sais, émerveillé, tu vois ton fils et consorts. Là, la maman qui est en larmes. Après, à la fin du match, il les a fait rentrer sur le terrain. Oh là là. Ils ont traversé tout le terrain. Hey, tu me donnes des frissons. Ouais. Ça doit être un sentiment, même toi, pour toi, le fiston. Tu dois être fier de te dire. Non, trop fier. Et eux, c'est ce moment-là où j'ai dit, ouais,
Tout ça, ça a payé. Et, ouais. Parce il a ouvert la tribune, ils sont descendus de la tribune présidentielle, il les a fait rentrer et tout ça. Donc, c'est à ce moment-là, je me suis dit, ouais, l'aventure, elle commence. Elle commence maintenant. Ouais, ça commence maintenant. Et le premier but que tu mets? Premier but, j'ai marqué 2 ou 3 matchs après. En fait, de janvier à juin, j'ai marqué 8 buts. Ouais. J'étais tout jeune, hein, j'étais 18 ans, j'étais l'attraction. En Ouais. série C, à cette époque, il n'y avait que 2 Français. Ok. C'était 2 Français. Wow, que 2. Ouais, que 2 Français, Sénégalais. Ouais. Et c'était, l'autre, vous le connaissez même très bien, c'était Patrice Evra. Ok. Patrice Evra, il était du côté de Marsala et moi, j'étais du côté de Catanzaro. Ok. Donc, on était 2 et il y avait un peu une hype sur nous. Donc, j'ai fait 6 mois, vraiment, mais je me suis vite adapté. Et puis, j'ai vite appris la langue parce que je me suis dit, c'est important de pouvoir communiquer avec... Le staff, voilà. les supporters, tout le monde, ouais, Voilà. bien sûr. Mais la première année, les 6 premiers mois, quand même, c'est difficile parce que t'es tout seul et qu'on sort. Et au bout de 6 mois, j'ai demandé à faire venir un ami à moi. Ok. Parce que j'avais un vrai rapport avec le président. Et j'avais un autre ami à moi qui s'appelait Cédric Matingou, costaud, un bon défenseur et tout ça. Et je leur ai dit, regardez, moi, j'ai un ami à moi aussi qui est très bon, qui est défenseur central et ça va m'aider dans mon adaptation. Est-ce que c'est possible Il m'a dit, ouais, fais-le venir, on l'amène en test et tout ça. Et il a fait son test et ça s'est bien passé. Et donc, un peu comme au Red Star où j'avais mon ami Lassana. Là, je suis parti en Italie, j'ai ramené un pote à moi, Cédric Matingou. Donc, on est resté 1 an après ensemble à Catanzaro et ça m'a beaucoup aidé. On s'est beaucoup, associés pour pouvoir réussir à aller le plus haut possible. Ok. Je suis obligé de te poser une question par rapport à l'Italie parce que moi, c'est un de mes championnats préférés. Je suis désolé, peut-être tu vas être fâché avec moi. Mon équipe de cœur, c'est le Milan AC. Mais moi, c'est le Milan. Ah, ok. On est dans le même bateau. Ah, on est dans le même bateau. On est dans le même bateau. Mais malheureusement, l'Italie est aussi très connue pour beaucoup de racisme. J'imagine que tu en as vécu dans tes matchs. Et si tu en as vécu, comment tu gérais ça? C'est vrai que en fait, je ne sais pas si je veux dire c'est un pays raciste, c'est un pays ignorant. Les gens, ils sont ignorants. Le racisme, c'est pas qu'il a peur de l'autre. Ouais. C'est pas il aime pas ta couleur de peau. Il te dit que l'Africain va se comporter comme ci, l'Africain va se comporter comme ça. Si tu regardes l'immigration en France, elle a commencé dans les années 70. En Italie, c'est 90-2000. Donc, ils n'ont pas eu le même recul que peuvent l'avoir d'autres pays. Quand tu vois je ne savais pas que c'était beaucoup plus tard. C'était beaucoup, beaucoup plus tard. Okay. En France, quand même, la situation de nos parents, tu vois, des parents qui sont quand même bien en place, qui ont une certaine situation. La plupart des gens en Italie, surtout moi, je suis allé en Italie dans les années 2000. Oui, c'est ça. Donc, c'était vraiment les flux migratoires, les gens qui arrivent, qui n'ont pas de travail, il y a un peu de délinquance. Donc, tu n'as pas des gens quand même, à part les sportifs ou les acteurs, qui sont dans le... Qui sont classe moyenne ou établie. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Donc, eux, ils voient le bas de l'immigration. Ouais. Donc, ça leur fait peur. Et puis, l'Italie, elle est sondée en 2. Ça veut dire que tu as de Milan à Rome, et tout ce qui est de Rome à la Calabre, la Sicile, ils sont même racistes entre eux. D'accord. On les appelle les zingari. Zingari, c'est un mot très péjoratif, comme pour dire les gens du voyage, les gitans ou des choses comme ça. Donc, même entre eux, les Italiens, ils s'aiment pas. Ils s'aiment pas. D'accord. Tu as le nord capitaliste et tu as le sud travailleur. D'accord. Et ils disent que non, vous profitez des aides sociales de l'État. Nous, ceux du Nord, voilà, c'est nous qui tenons la capitale. Donc, vraiment, tu as ce côté-là sondé en 2. Moi, j'étais en Calabre. Oui, tu as dit dans le sud. Dans le sud. Donc, dans le sud, j'ai jamais eu de soucis. Ok. Tu fais partie d'un des leurs. D'accord. Au bout d'1 an et demi, moi, je signe après à Modène, au Chievo Vérone, qui est dans le nord. Chievo Vérone, il faut savoir que Vérone, c'est une des villes les plus racistes d'Italie. Waouh. Vérone, c'est où tu as les saluts nazis, où les gens ils disent qu'on veut aucun noir qui joue dans notre équipe. Donc moi, j'arrive dans cette ville-là. Là, l'atmosphère, elle est complètement différente. Tu sais, là, ça n'a rien à voir. Même, on te dit, fais attention quand tu te promènes en ville et qu'on sort. Bon, après, j'ai grandi en banlieue, donc me dire, fais attention. Mais c'est vrai que même en jouant en Serie A, il y avait beaucoup de cris racistes. Et en fait, moi, ça m'a beaucoup perturbé parce que je me disais, attends, il y a beaucoup d'Africains ou de joueurs qui jouent là. Et pourquoi, en fait? Mais quand tu creuses un peu plus, en dehors du stade, il n'y a jamais eu de problème. Oui, non, effectivement. C'est vrai que de mon aspect à moi, j'ai l'impression que je vois rarement d'informations
passé pour dire qu'il y a eu des actes racistes, de violence Jamais. en Italie. Tu vois, Non. je vois les stades. Effectivement, oui, on parle de racisme dans les stades, mais j'ai jamais vu passer de choses, tu vois, en dehors des stades. Tu vois, jamais. C'est Effectivement. comme en Espagne. En Espagne, ils font des des cris de cris, oui. singe et tout ça. Et donc, Samuel Eto'o. Mais nous, on était une génération où on laissait pas passer, en fait. Tu vas le combattre, on va dire ça ou ça, mais après, c'est aux instances qui auraient dû sévir parce que c'est un mal qui gangrène le football depuis de trop nombreuses années. Et donc, c'est pas normal qu'aujourd'hui, il n'y ait pas des sanctions. Et ce serait très simple. On regarde aujourd'hui, on dit s'il y a des cris homophobes, on arrête le match, on met des amendes. Pourquoi ne pas prendre les mêmes résolutions Pour des cris racistes. lorsqu'il y a du racisme? Ouais. En fait, c'est juste incompréhensible. Mais à notre échelle, à nous, en tant que joueurs, c'est compliqué. Où on s'unit tous ensemble, on se dit, voilà, il faut faire des actes non pas isolés. Et on se dit que voilà, une journée, on ne joue pas ou qu'on sort. Mais tant qu'on n'aura pas l'appui des fédérations et surtout de l'UEFA ou de la FIFA, malheureusement, on sera toujours dans ce problème-là dans les stades de football. Ouais, c'est ça. Parce que, en tout cas, nous, grand public, quand on regarde ça, on se dit ça a l'air simple à régler comme problème, comme tu dis, effectivement. Et tu vois, moi, je me dis, quand des joueurs prennent la décision de quitter le terrain parce qu'il y a des cris racistes, est-ce qu'ils sont sanctionnés d'arrêter un match? C'est ça la question que je me pose à chaque fois. Parce que je me dis, ils arrêtent quand même une économie, ils arrêtent quand même un business. Est-ce que la FIFA ou la fédération punit ces joueurs-là? En fait, on te dit, tu n'as pas le droit de sortir. Donc, tu auras une sanction. Mais nous, ce qu'on ne comprend pas, c'est... Demain, on dit on est une équipe. C'est un collectif. Pourquoi c'est toujours au joueur, le joueur qu'on agresse qui doit réagir? Moi, aujourd'hui, si on crie sur un de mes coéquipiers, pourquoi ce ne serait pas à ses coéquipiers de sortir et de montrer l'exemple? Et en fait, c'est toujours ça. On l'a vu récemment avec Vinicius. Oui. Tout ce qu'on dit, voilà, aujourd'hui, on est une grande institution, il y a des choses qu'on peut parler. Mais voilà, c'est à tout le monde de prendre la décision de se dire, voilà, si vous touchez un de mes camarades, eh ben, c'est comme si tu touchais toute l'institution et on sort tous ensemble. Et en fait, c'est vraiment un problème qu'il va falloir qu'on puisse résoudre dans les années à venir. Mais je te dis, c'est vraiment de l'ignorance. C'est pas du racisme fondamental au fond d'eux. C'est juste qu'ils connaissent pas l'autre. Et comme ils ont peur de l'autre parce qu'ils le connaissent pas, ils sont juste... Ils sont là, ils sont dans les stades, ils font leurs petites grimaces. Ils ont bu quelques verres. C'est le racisme en tant que tel, où tu attaques la... Moi, j'ai grandi à Paris à l'époque où il y avait les nazis au Parc des Princes, où il y avait Auteuil contre Boulogne. Ça, c'est du racisme. Quand tu sors à la fin du stade, des bagarres, où tu dois courir, parce que les gens, s'ils t'attrapent, ils vont te frapper toi, ta famille. Là, il y avait des vraies tensions dans un stade de football. Tu le ressens, ça te perturbe. Oui et non, parce qu'il y en a certains, même ça les motive. Moi, quand tu fais un cri de singe ou quelque chose comme ça, on est à l'extérieur. Et c'est souvent, quand c'est pas chez toi, c'est à l'extérieur. Ça va décupler tes forces. Tu dis, attends, donne-moi la balle. Je vais vous faire la mayonnaise. Et dès que je vous marque un but, je vais aller vous provoquer. Donc, en réalité, ça fait souvent l'effet inverse de ce qu'eux, ils attendent. Mais c'est vrai que c'est un problème qui est récurrent dans le football et il faudrait qu'à un moment, ça cesse. Et donc, toi, tu arrives à Vérone, qui est connu pour être une ville peut-être abrasée. Comment ça se passe avec les supporters? Comment tu arrives dans cet univers-là? En fait, moi, j'ai la chance parce que je fais 1 an et demi en série C. Et au bout d'1 an et demi, on m'achète en série A. Donc déjà, pour moi, c'est juste avant de partir en vacances, j'avais fait mes 6 mois, 6 bons mois, 1 an. J'ai à peine 19 ans et on me dit, tu pars à Milan. Je dis, ok. On me dit, tu pars à Milan et tout ça. Parce qu'en Italie, ils appellent ça le calcio mercato. C'est pas comme en France où chacun part. Non, tu as une journée où tu as toute une semaine où tu as tous les directeurs sportifs, tous les présidents qui se rassemblent dans un grand lieu et qui font leur business. D'accord. Donc, on me dit, tu pars à Milan, il y a le calcio mercato. Tout ça. Je dis, mais c'est les vacances et toi. Il m'a dit, non, on a une surprise pour toi. Mon agent, il vient et tout ça. Et j'arrive à Milan. Et j'avais à l'époque 2 ou 3 clubs qui me voulaient de Serie A. Et on monte avec le président de Catanzaro. Et moi, en 72 heures, j'apprends que je joue, que je vais en Serie A. Pour les gens qui nous écoutent ou qui regardent, qui ne savent pas, la Serie A, c'est le plus haut niveau c'était le Graal. Du football italien. Là, tu es au top du football italien. Et puis moi, c'est les années 2000. Donc, c'est les années où il y a la Juventus, le Milan. C'est la grande Serie A, les Del Piero, les Baggio. Shevchenko, il joue encore à 2000. Shevchenko, c'est la crème. À l'époque, aujourd'hui, c'est la Première Ligue. Ça va être à l'époque, c'est la Serie A. Là, c'est la Serie A. T'es en Serie A, t'es waouh. Donc moi, j'arrive en Serie A et je vais au Chievo Vérone. Il y a 2 équipes à Vérone. T'as Vérone et Chievo Vérone. Et moi, j'ai signé
Dieu merci, au Chievo Vérone. Et donc là, je fais vraiment le grand saut. Parce que ça, tu parles de Série 4 à Serie A. Parce qu'en fait, le truc, c'est que... Et c'est là où l'agent il a été fort. Parce que quand moi, je voulais signer en Suisse, il me dit non, Diomansi, va là-bas, tu verras que ta progression, elle sera plus importante que si tu allais... Mais moi, pour moi, à l'époque, je me dis, attends, tu es deuxième division, pour moi, c'est bien. Tu m'amènes... Mais non, bon... Après, moi, je suis une personne de challenge, de défi. Et donc, j'ai dit non, ok. Et quand je suis parti là-bas, vraiment, moi, c'est l'amour et le respect. À partir du moment où tu me donnes de l'amour et du respect, moi, je peux donner ma vie pour toi. Je suis quelqu'un de... Entier. Voilà. C'est comme, par exemple, moi, ma femme, je l'ai connue, j'avais 21, 22 ans. Ça fait plus de 20 ans qu'on est ensemble. Waouh. En fait, donc, moi, je suis vraiment lié aux gens. Ouais. Mes amis d'enfance, c'est toujours mes amis d'aujourd'hui. J'ai pas beaucoup de gens autour de moi, mais si on est ensemble, La fondation, elle est solide. Voilà. Moi, mon agent qui m'a pris à 17 ans, aujourd'hui, j'en ai 44, c'est toujours le même agent. On a cheminé tout le temps ensemble. Après, on a créé notre école de football et consorts. Donc, je suis quelqu'un qui aime avoir des personnes vraies à côté de soi. Parce que c'est très important également dans ton cheminement, des personnes qui peuvent te dire la vérité. Beaucoup de jeunes s'entourent de personnes qui vont venir se coller à toi une fois que tu arrives là-haut. Et à un certain moment, tu peux un peu partir à gauche, à droite, mais il y a certaines personnes qui t'ont connu quand tu étais rien, qui peuvent te taper là. Hey, ça, c'est pas la direction. Comporte-toi de cette manière-là. Et c'est ce qui a toujours été ma force, c'est d'avoir vraiment des personnes qui peuvent te dire, Diomansi, ça, tu le fais bien, ça, tu le fais mal. Et on se corrige les uns les autres. Donc, c'est vrai que faire ce saut de qualité, arriver en Serie A, en fait, c'était quelque chose que moi, j'avais programmé dans mon esprit. C'est pas, je me suis dit, oh non, je me suis dit, une autre étape de franchie. Vas-y, c'est parti. Et donc, j'arrive au Chievo Vérone et tout ça. Et je fais ma préparation. Mais très rapidement, je vois que le niveau est encore super élevé. Je me dis, waouh! Comme ce qui m'arrive comme quand tu arrives au Red Star, il faut que tu te réadaptes. Voilà. Et donc, en fait, eux, ils me proposent deux choix. Ou de partir Ils me demandent, voilà, aujourd'hui, Diomansi, on a envie de continuer ta progression. Ils m'ont acheté 5 ans. Ils disent, t'es un jeune avec beaucoup de potentiel, mais nous, on va te prêter. Donc, tu as 2 choix. Ou tu pars en prêt en France. À l'époque, il y avait Saint-Etienne qui me voulait. Ou tu restes en Italie et on a un club un peu partenaire qui s'appelle Modène, qui est en Série B. On connaît bien l'entraîneur et consorts et tu vas aller jouer en Série B. Et comme moi, j'étais tombé amoureux de l'Italie, j'ai bien aimé ça. J'ai dit non, t'as vu. Je reste. Je reste. Et je suis parti en Série B à Modène. Tu fais combien de temps là-bas? Modène, en fait, ils m'envoient en prêt, mais c'était un prêt avec une option d'achat. D'accord. Donc les gars, ils disent, OK, nous, on vous le prend en prêt, mais on met une option d'achat. Donc à l'époque, je crois que c'était 3 millions de... C'était comme une somme assez importante. Et Modène, c'était une équipe qui venait juste de monter de Série C. D'accord. Donc c'était une équipe qui était encore jeune, qui était bonne et tout ça. Et cette année-là, on gagne le championnat direct. Waouh. Donc moi, j'ai à peine 19-20 ans. Et là, on descend. Je marque une dizaine de buts et on gagne le championnat. Waouh. Ça doit être une sensation quand même. C'est ça, quand tu as vécu une saison et que tu finis la saison et que tu gagnes le championnat. De te dire que tous ces efforts ont payé, ont servi et regarde, on est les champions. Et puis ça c'est les choix. Donc moi, je vais à Modène. Là, je parle vraiment bien italien. Je suis bien acclimaté. J'ai des partenaires qui sont extraordinaires. J'étais encore le seul étranger dans cette équipe-là. Donc, tu attires la lumière. Donc, directement, c'est même là où l'équipe déjà du Sénégal commence à s'intéresser à moi. Mais on était en Série B et l'équipe du Sénégal à cette époque, c'est El Hadji Diouf, Henri Camara, Fadiga. Donc, c'est la grosse équipe du Sénégal. Donc, moi, j'ai toujours ça en ligne de mire. Je dis, bon, il faut que je franchisse mes étapes, mais l'Italie va me permettre d'avoir les lumières sur moi. Donc, on finit l'année, on est champion et directement, on monte en Serie A. Et c'est là où maintenant arrive le conflit. Parce que c'est ça, j'allais dire, tu as ton équipe qui t'a acheté, qui est en Serie A, qui t'a prêté à une équipe qui est en Série B, mais maintenant, vous êtes monté, vous êtes en Série A. Voilà. Comment ça se passe? Donc maintenant, ils disent, nous, vous nous rendez Diomansi, on vous l'a prêté. On le veut pas comme adversaire, nous, on le veut dans notre équipe. Voilà, et l'équipe, là, ils disent que non, Diomansi, c'est notre attaquant. Joueur. Voilà. On vous le rend pas. Et en fait, ils ont un système en Italie, maintenant ils l'ont enlevé, ils appellent ça les boosts. La busta, c'est quoi? C'est l'enveloppe. D'accord. Ça veut dire que les deux clubs se rencontrent, parce qu'au départ, ils leur ont fait un prêt avec une option d'achat. L'option était élevée. Ils ont dit que non,
nous, on veut récupérer notre joueur. Et si tu veux récupérer ton joueur, maintenant, vous prenez des enveloppes. D'accord. Chacun met un chèque. Celui qui met la plus grosse mise garde le joueur. C'est comme ça. Ouais, c'était le football à l'époque, c'était un... C'est chacun met un chèque dans une enveloppe, Voilà. on ouvre, qui a mis le plus, c'est lui qui garde. Voilà. Donc les gars, ils se disent que non. C'est comme ça. Hein. Incroyable. Hein. C'est le Far West, le truc. Ouais, je te jure. Genre, donc, toi, tu te dis, bon, à peu près combien on va mettre. Ouais. Ils avaient mis à peu près 3 millions. Ça, c'était il diritto di riscatto. Ça veut dire, ça, c'était l'option d'achat. Ouais. Comme ça a sauté, eux, ils se sont dit qu'Evo, c'est un club qui avait plus d'argent que Modène. Donc, ils se sont dit, non, dans ce qu'on va mettre dans leur Ils peuvent pas s'aligner. Ils peuvent pas s'aligner. Et en fait, la Modène, à cette époque-là, ils ont fait le record et ils ont mis plus que Kevo. Donc, quand ils ont ouvert les bourses, pour moi, j'étais sûr de repartir au Kevo. Oui. Ils m'ont dit, non, ramène tes affaires et tout ça. Et le jour où ils ouvrent les bourses, ils disent que c'est... Dieu m'en sait, Tu restes à Modène. Ah ouais, même les deux clubs, ils se sont beaucoup engueulés parce qu'en fait, c'était un club satellite. Et à partir de ce moment-là, ils se sont... T'as créé la séparation entre les deux. T'as créé la rupture. Ils se sont trop chauffés. Ah, ça les a trop énervés. C'est incroyable ce système-là. Ouais. D'enveloppes. Ça s'appelait les enveloppes, la bourse. Là. Waouh. Et donc là, t'es en Serie A. Et donc là, je reste à Modène en Serie A et je fais 2 ans là-bas. Ouais, c'est à ce moment-là aussi que je suis appelé. C'est ma première année de Serie A où je suis directement appelé avec l'équipe nationale sénégalaise. Non, t'inquiète, on arrive à ça. Tu vas nous raconter ça. Mais donc Mais là, je fais t'arrives 2 ans. Serie A. C'est le Diomansi Kamara qui commençait au Red Star. Comment il se sent quand il se dit ok, là je suis en Serie A, ça y est. Là, je vais affronter, comme tu as dit, je vais affronter les Shevchenko, je vais affronter les Maldini. Est-ce que Maldini joue encore quand tu... Moi, c'est Maldini, Costa Curta. Parce que c'est ça, toi. Moi, je parle des attaquants, mais c'est les défenseurs qui étaient sur toi, que toi, tu devais affronter. C'est Maldini. Maldini, c'est un de mes plus gros... Maldini, Nesta, Cafu, Ça te fait... Dida, non, c'était le Graal. Non, c'était le Graal. Ouais, mais en tant qu'attaquant, quand tu devais les affronter, comment t'étais la veille avant d'affronter ça? En fait, moi, je suis pas... En fait, il faut avoir beaucoup de confiance en soi. Ouais, non, t'as pas le choix. Et en fait, c'est ça, c'est que moi, c'était le défi de me dire, ouais... Je vais leur montrer. Je vais leur montrer. Et moi, je me rappelle mon agent qui avait... même quand on faisait des petits matchs de quartier et tout ça, il s'appelle Serran Diabaté, il me disait, Diomansi, applique-toi. Parce que quand tu joueras en Serie A, tu pourras pas laisser... Et moi, je lui dis, mais qu'est-ce que tu me racontes? On est au quartier, Serran. Ah, lui, il avait déjà la vision de t'amener. Lui, il avait la vision. Il me disait, et je me rappellerai toute ma vie, le premier match qu'on a joué contre le Milan, et je l'ai vu dans les tribunes, même lui, il avait mis sa cravate, son costard et ça, et on rigolait. Il me disait, qu'est-ce que je te disais, Diomansi? C'est réel. God did. Donc, non, c'est... Et moi, en Italie, c'est là où on m'a... Parce que moi j'étais quelqu'un d'assez élégant sur le terrain. Ok. J'étais quelqu'un quand même, comment je courais, comment je me déplaçais. Il disait que... Et c'est là où on m'a surnommé ma première année la Gazella di Africa. La gazelle d'Afrique. Parce qu'ils disent que t'es élégant, t'es fluide. Voilà. Et donc, non, même contre le Milan, j'ai tout le temps... Les gros matchs, les grosses affiches, j'étais présent. Le Milan, j'ai marqué. L'Inter, j'ai marqué. Contre la Juve, contre la Roma. Je marquais pas beaucoup. Ça veut dire je vais pas te marquer 20 buts, mais les gros matchs, je suis là. En fait, ça, t'aimes la pression. Ah, mais j'aimais bien, en fait, ces matchs-là. Ouais. Là. L'adrénaline, elle est au maximum. Ouais. Et en fait, le premier match de Serie A, et c'est ça qui est marrant, c'est qu'en Italie, ils ont une coutume, les 3 équipes promues, tu joues les 3 meilleures équipes du championnat. Ça veut dire que ton premier match en Serie A... Tu es direct dans le feu du... Ou tu joues le Milan, ou tu joues la Juve, ou l'Inter. Et moi, mon premier match, je me rappelle, c'est contre la Roma, à l'Olimpico. 80 000 personnes. 80 000 personnes. Donc là, tu passes de 20 à 80. Tu me fais par 4. Pareil, là, c'est... Et c'était la grande Roma, de Francesco Totti, Montella, Aldair. C'était là, le Cafu. Qu'est-ce que c'est? Non, mais en fait... Emerson. Tu sais, à chaque fois que je regarde des matchs de foot, surtout des gros matchs, à chaque fois... Tu sais, j'essaie toujours de me dire, mais qu'est-ce que les joueurs doivent ressentir quand tu rentres sur le terrain, que tu as... Comme tu dis, tu as un mur de personnes devant toi. Ah, mais là, pareil. Et nous, c'est notre premier match, en fait. Ça veut dire que nous, on est promus. On est la petite équipe moderne et tout ça. Et tu arrives à l'Olympico. Et tu sais, c'est la première du championnat. Donc, ça veut dire que le stade est plein, craqué. Tout ça. Et pareil, là, je m'échauffe. Mais franchement, là, mes jambes, quand même, t'as un peu... un peu tremblé un peu. Là, c'est sérieux. Là, quand même, quand il m'a appelé,
C'était mon premier match en Série 1. Ouais. Tu sais, là. Mais pareil, hein, au bout de 5-6 minutes, pareil, bam, bam, bam. Ouais, de toute façon, je pense que tu as le côté humain qui, effectivement, c'est la première fois, donc tu es un petit peu perdu. Mais une fois que le joueur se met en mode, allez, là, c'est le match et tout, tu as tellement d'automatisme, tu as tellement d'expérience dans les jambes et dans le truc que tu vois plus, finalement, les supporters. Tu vois plus. plus. À 20 ans, tu es inconscient. Ouais, Tu sais, quand tu es jeune, c'est comme quand tu vois pas le danger. ouais, tu Tu fonces. dis, moi, là, Je vais leur montrer. moi, tout ce que j'attendais, je dis, coach, mets-moi dedans. Et je le regardais. Et pareil, là, je rentre au bout de 5-6 minutes, boum, 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 je fais une belle action, passe décisive, on marque. Ouais. Et on a gagné. Oh, Ouais, le premier match, premier match. Ouais. Ah ouais, vous venez de monter, vous La- gagnez le premier match ouais. à la Roma. la Roma 2-1. Et puis ça, les gens, ils peuvent aller. Aujourd'hui, il y a Internet. Ouais, il y a on va pas raconter des histoires. Donc, tout ce qu'on dit là, C'est vérifiable. c'est vérifiable. C'est vous regardez Rome Modène, je crois, c'était en 2003. On a gagné 2-1 premier match. Et moi, j'ai fait une passe décisive à l'attaquant, il s'appelle Scully. Voilà, ils pourront vérifier. On a gagné 2-1. Moi, c'était magnifique souvenir. Machallah. Ouais. Ouais, ça doit être des souvenirs. Non, c'est ça, ça doit être. En fait, je sais pas si vous, footballeurs, tu sais, on vous le dit, que vous vivez quand même une vie qui est incroyable, qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui vont vivre ça, mais je sais pas si vous en rendez compte. Si, Ouais, tu t'en rends compte? Mais est-ce que tu t'en rends compte pendant que tu es joues ou après ta carrière? Non, tu t'en rends compte parce qu'en fait, moi, j'ai tous mes amis qui ont souhaité devenir footballeur professionnel. Ouais. Donc, tu vois un peu le regard qu'ils ont. Ouais. Et en fait, moi, ce que je me suis toujours dit, c'est que si je réussis, en fait, il faut que ça profite aux autres. Ok. C'est ce qu'il disait, mon papa. Mon papa, il me dit, t'es comme une bouteille d'huile, quand tu la laisses tomber, si elle éclabousse, il faut que tu éclabousses tous ceux qui sont à côté de toi. Donc, nous, en fait, ma carrière, je l'ai vécue avec tous mes amis. Ça veut dire qu'en Italie, il y a beaucoup de joueurs, tu vois, ils font venir leurs amis. Et la chance que j'ai eue, c'est que moi, je n'ai pas été en centre de formation. Et c'est là où je vois que le papa, il a été très intelligent. Regardez un joueur comme Mbappé, aujourd'hui, il est très isolé. Oui. Il a expliqué même dans ses Dans- en centre de dans ses formation. paroles, ouais. Voilà, tu fais pas les mêmes. Moi, j'ai grandi dans le quartier, Ouais. dans la banlieue. Ouais. Ça veut dire que ma réussite, c'était la réussite de tout le quartier. Ça veut dire qu'ils étaient tous derrière moi, Diomansi. Et le jour où j'ai réussi, Ouais. les gars, on va tous profiter. Ouais. Donc, ça veut dire que moi, quand je jouais j'avais 5-6 potes qui étaient là. Ouais. Ils étaient et en fait, ils m'ont suivi toute ma carrière. Et c'est ça pour moi qui a été magnifique, c'est que à travers ma réussite, les autres, ils ont pu vivre un petit peu cette le magie-là. côté professionnel. Et moi, ça me remettait toujours les pieds sur terre de me dire, putain, ouais, les gars, quand même, je suis chanceux. Ouais. Ouais. J'ai mes potes, ils aimeraient être à ma place. Ouais. Mais vas-y, les gars, je suis devant, je suis la locomotive. Vous êtes les wagons, mais voilà, On avance tous. on avance tous ensemble. Incroyable. Et donc, tu joues en Italie pendant combien d'années? En fait, comme je t'ai dit, on est monté à Serie A. Serie A. Ouais. Je fais 2 ans Serie A. Ouais. Au bout de mes 2 ans de Serie A, après, je pars En Angleterre. En Angleterre. Ouais. Pars en Angleterre. Quel club déjà le premier? Par rapport à Portsmouth. Portsmouth, exactement. C'était Harry Redknapp. Lui, il adorait les joueurs africains. Je me rappelle, j'étais déjà, à cette époque, après, j'étais déjà en équipe nationale. On avait fait un match Sénégal-Côte d'Ivoire à Paris. Il était venu, il m'a vu et tout ça. Et à l'époque, il y avait Yakubu, l'attaquant du Nigeria. Il y avait Lomana Loualoua de la RDC. Il y avait Aliou Cissé. Oui, Les gens ne savent pas. Moi, j'ai joué avec Aliou Cissé à Portsmouth. Portsmouth. Il y avait Amdi Faye, un autre Sénégalais. Il y avait Valéry Mézac, père à son âme, un Camerounais qui est décédé après dans un accident tragique. Mais il y avait beaucoup de... Il y avait une base africaine. africaine. Ouais. Et donc, je suis allé directement à Portsmouth et on a fait une très bonne... Parce qu'après, moi, mon rêve aussi, c'était la Première Ligue. Ouais. La Première Ligue commençait à prendre de l'impact avec les Thierry Henry, avec les Anelka, avec tous les grands attaquants. Donc, moi, j'ai toujours eu ce truc de... Le football italien, il est bien, mais c'est très tactique. C'est-à-dire, c'est tout le temps... Moi, j'aime les espaces, j'aime courir. Ouais, ça, le football anglais, il est plus dans courir long. Ouais. C'est plus mon ADN. Ouais. L'ADN du championnat. Et à l'époque, il y avait Henri Camara, Papou Diop. Tous les Sénégalais étaient là-bas. Donc, moi, j'étais un des seuls avec Ferdinand Collier en Italie. Je me disais, putain, j'ai envie d'aller en Première Ligue. Donc, dès que j'ai eu l'opportunité, après, il y a eu un très bon transfert. Modène, j'avais fait le cycle était fermé. J'ai fait mes 3 ans et après, je suis parti pour 10 ans en Première Ligue. Ouais. Mais tu l'as dit, donc, entre-temps, avant l'Angleterre, donc tu fais ta première sélection avec l'équipe du Sénégal. Ouais. Là, je suis obligé de faire un passage dessus parce que, pareil, je reviens au papa. Mais le papa, il a dû être tellement fier quand tu as dû porter le maillot la première fois. En fait, ce qui était intéressant par rapport à ça, c'est que moi, j'ai fait les pré-France. Ouais. Quand tu es en région parisienne et qu'on sort,
Donc, il y en a beaucoup qui rêvent de jouer pour l'équipe de France. Oui. Moi, mon rêve, ça a toujours été de jouer pour le Sénégal. Ok. Dès le départ. Parce qu'en fait, je me suis dit, c'est comme ça que je vais repayer mon papa. Je porterai le maillot de l'équipe nationale pour lui. Moi, déjà, par exemple, je m'appelle Diomansi Kamara. Diomansi, c'est le nom de mon grand-père. Ok. Il a donné le nom du grand-père. Donc, moi, j'ai vraiment cet héritage familial. Ouais. C'est ancré dans. Ouais. Voilà. Et à chaque fois que je venais, par exemple, en D'ailleurs, vacances aussi. excuse-moi de t'interrompre, j'ai dans mes petites recherches Camara avec un K parce qu'il y a eu une faute administrative. Ouais, tout à fait. Non, les Français, là. Moi, toute la famille avec un C. Ouais. Et en fait, quand il est parti faire la documentation, ils ont tout écrit avec un K. Après, c'était compliqué pour lui de tout changer, donc c'est resté avec le K. Voilà. Et je me rappelle même ma première sélection. Mon ami Aliou Goloko, que je salue au passage, là, il avait écrit l'article, là, ce Camara-là est un K. Ah, joli jeu de mots. Wow, pas mal, j'aime ça. Il avait fait un truc sympa. Donc, première sélection. Ouais, donc non, première sélection, je vais jamais l'oublier, en fait. Et ce qui est marrant, c'est qu'à l'époque, il y avait l'équipe du dimanche. Ouais. Thierry Gilardi. Ouais. Donc, c'était la grosse émission. Oui. Et il disait, ouais, le franco-sénégalais qu'on va... Moi, je me disais, dès que l'équipe nationale m'appelle, je réponds. Et en fait, c'est pour ça aussi que j'ai eu beaucoup cet amour avec les Sénégalais. C'est que j'ai pas été celui qui a hésité en disant non. À l'époque, je te disais, nous, on était 2 à jouer en Serie A avec moi et Ferdinand Coly du côté de Pérouse. Et on se voyait, on s'affrontait. Il me disait alors, faut venir. J'ai dit non, moi, dès qu'il m'appelle, je viens. Et à l'époque, il y avait un agent sénégalais qui travaillait un peu avec la Fédé qui s'appelait Sidi Fall. Il est venu me voir, il m'a dit ouais, l'équipe nationale qui est intéressée et qu'on sort. Je leur ai dit moi, il m'appelle et j'arrive. Je suis là. Voilà. Et donc, ils m'ont appelé en fin 2002, début 2003. Et le premier match, c'était Sénégal-Maroc. Ok. Et regarde comment Dieu fait bien les choses. Toujours. C'est le premier match à Paris. Et donc, tu as toute la famille qui est là, tous les copains qui sont là. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Extraordinaire. Ah oui. T'imagines? Oui. Subhanallah. Oui. Premier match de l'équipe nationale. Hein. C'était pas au pays, c'était à Paris, en région parisienne où moi j'ai grandi. Ouais. Sénégal. Ouh, non, j'imagine. Et donc, en fait, je me rappelle, la veille, on joue en fait contre la Roma. C'était pareil et tout ça. Et je marque un très beau but. Hein, une balle lobée et tout ça. Et Thierry Gilardi parle, il dit oui, oh, l'équipe de France commence. Le soir, on m'appelle, on me dit oui, Diomansi, on va te convoquer en équipe nationale. Je me rappelle, j'étais trop content et qu'on sort et tout. Et moi, je voulais aussi me démarquer en équipe nationale parce que, tu vois, t'arrives, les gens, ils sont là. Je me rappelle, le matin, j'étais parti m'acheter un costume Smalto. Et ouais. Ça, c'est le côté italien. Ouais. Ah, là. J'ai dit, t'as vu, je vais arriver en équipe nationale, mais classe. T'as vu, j'ai toujours voulu avoir ce côté-là de dire, ouais, les footballeurs, vous êtes des voyous. Ah, les footballeurs, vous habillent. Non. Le footballeur, c'est quelqu'un aussi qui peut s'habiller d'une certaine manière, qui peut être Donc, je me rappelle, j'avais acheté un beau costume Malto. Et j'étais parti. Et le premier qui m'a accueilli en équipe nationale, c'est Ladji Diouf. C'est il est venu. Je rentre comme ça dans le hall. Et en fait, c'était une manière de me donner confiance et du respect. Ouais. C'est Ladji qui m'a accueilli. Et après, depuis, avec Ladji, ça fait plus de 20 ans. Il y a des gens qui ne comprennent pas. Ils disent, ouais, c'est l'eau et le feu. C'est deux caractères on pourrait penser que c'est deux caractères complètement différents. Ouais. Mais Ladji, pour moi, c'est un grand frère. Ouais. Ma première sélection, en fait, il m'a accueilli. On a joué à Paris. C'était contre le Maroc qui faisait archi froid, mais j'avais toute la famille, tous les amis. C'est un souvenir extraordinaire. La première fois que j'ai mis le maillot de l'équipe nationale. C'est ça que j'allais te demander quand tu arrives dans le vestiaire et que tu vois le maillot qui est là avec ton nom dessus, ton numéro, tu le mets, tu dis ça y est. En fait, le seul petit truc, c'est qu'ils avaient mis Diomansi sur le maillot. Alors et il m'avait donné le numéro 9. Et je me rappelle, on avait malheureusement perdu contre le Maroc, mais il y avait eu un envahissement de terrain, c'était à Charletti. C'était un bordel comme pas possible, mais ça restera gravé. Un souvenir magnifique. Ouais. L'équipe nationale, c'est que je dis souvent, tu peux jouer dans 10 clubs, 15, mais l'équipe nationale, c'est autre chose. Tu n'as qu'une équipe nationale. Ouais. C'est-à-dire, le maillot de l'équipe nationale, c'est celui que tu dois le plus respecter. Tu as des millions de gens derrière toi. Il n'y a pas plus beau que... C'est le Graal, en fait. Quand tu arrives tu représentes ton pays, c'est le maximum. C'est le maximum. Non, ça doit être une sensation incroyable. Et le premier match au Sénégal? Premier match au Sénégal, c'était un match éliminatoire, là, pareil, je me rappelle. Et en fait,
c'était marrant parce que moi, toute ma famille, je leur disais, ouais, je vais jouer avec l'équipe nationale. Ils me disaient, regarde le petit Parisien. Ils savent pas te jauger, tu vois. Ils me disent, toi, tu parles. Mais ma famille m'ont vu, j'avais 6 ans. Et puis je grandissais et j'ai Tu parles de ta famille qui est ici au Sénégal? Ici. Ok. Et j'avais un cousin, là, Baba Karbadji Dembo. Il me disait, toi, tu parles trop, arrête de parler. Je disais, toi. Le Toubab, là, il est fou. Voilà. Il me disait, toi, t'as la bouche. Est-ce que tu sais? Je dis, toi, quand je vais jouer là, tu vas me demander pardon. Et je me rappelle, la première fois que je suis arrivé, c'est lui qui est venu m'accueillir. Il m'a pris dans ses bras, il pleurait. En fait, nous, on était au Ngor Diarama. Ouais. On était au Ngor Diarama. Et quand j'arrive, peut-être 400-500 personnes. Ouais. Et en fait, toute ma famille de la Médina était venue m'accueillir parce qu'à l'époque, c'était une fierté. Ah bah oui. Tu sais, T'as l'enfant du quartier qui est dans l'équipe nationale. Ouais. C'est pas comme maintenant. Maintenant, aujourd'hui, ça s'est démocratisé. L'équipe nationale, elle est à Diamniadio, Ouais. Radisson, tout ça. Non, nous, on était au Ngor Diarama, on était dans le cœur de dans la Dakar, ville. ouais. Les entraînements, il y avait 30 000 personnes. Ouais. Les entraînements, ils étaient ouverts du lundi au jeudi. Ouais. Tu fermais juste le vendredi. Nous, on était vraiment Et c'est pour ça qu'il y a eu cette proximité avec le peuple. Effectivement, ça se comprend beaucoup plus. Il était au Léopold Sédar Senghor. Nous, toutes les séances, en fait, les entraîneurs, ils disaient non, les enfants, ils rêvent à travers vous. On vient en équipe nationale. Les séances d'entraînement, elles sont ouvertes. Pourquoi on va fermer la séance d'entraînement? La veille du match, quand tu dois faire le système tactique et qu'on sort, tu fermes le vendredi. Mais toute la semaine. Toute la semaine, les gens ils veulent venir vous voir, ils viennent. Et moi, je suis dit, nous, on faisait des entraînements avec 30 000 personnes. C'était plein. Ouais. Donc, quand j'arrive, toute ma famille, des tam-tam et tout, je dis, mais attends. Et en fait, ils ont vu le petit Diomansi qui a grandi. À maintenant celui qui arrive en équipe nationale. En équipe nationale. Donc, non, je m'en rappellerai toute ma vie. Après, on avait gagné 2-3-0. Mais non, franchement, c'est mes plus beaux souvenirs, c'est avec les Lions. Ouais. Dans ta carrière, si tu dois choisir, tu dirais tu préfères tes souvenirs avec les Lions? Et pourtant, j'ai eu mes plus grosses blessures. Hein. Je me suis fait les croisés en équipe nationale contre le Libéria. J'ai eu mes grosses blessures avec l'équipe nationale. Mais les émotions que j'ai ressenties, je les ai ressenties nulle part ailleurs. Et c'est même à ce moment-là que je me suis dit, dès que j'arrête ma carrière, je vais m'installer ici. Ok. Ouais. Ok. Dès le départ, je me suis dit, ici, je suis chez moi. C'est à la maison. Ouais. Ici, je vis. Ici, j'ai envie de me battre pour ces gens-là. J'ai envie une fois que je vais arrêter le football, créer certaines choses. Ici, c'est chez moi. Ça, c'est vraiment, l'équipe nationale, pour moi, ça a solidifié encore plus la relation avec le Sénégal. Ouais. 100 fois. Et puis, l'amour des gens. Tu sais, quand les gens, ils te rendent ce que toi, tu leur donnes, ça n'a pas de prix. Ouais, ça n'a pas de prix. Donc, toi, après, tu repars en Angleterre. Tu fais combien d'années en Angleterre? J'ai fait 10 ans. 10 ans en Angleterre? 10 ans en Première Ligue. Waouh. De mes 22, 23 jusqu'à 33 ans. J'ai fait un petit passage par l'Écosse, au Celtic. Ok. Parce que j'avais un de mes entraîneurs là qui était parti au Celtic. Et moi, je suis quelqu'un qui aime voyager. Et j'ai eu pas mal de blessures à un moment quand j'étais à Fulham. J'ai arrêté pendant 8 mois, 10 mois et j'avais besoin de reprendre du temps de jeu. Et donc, j'avais mon entraîneur, Tony Mbobwe, qui était parti du côté du Celtic et je suis parti un an au Celtic. Ouais, extraordinaire aussi. Ouais. Et donc, après l'Angleterre, est-ce que tu vas dans un autre championnat? Turquie? Fait, moi, j'avais 33 ans. Ouais. Donc, j'ai fait 10 ans et tout ça. Et après, j'étais en fin de contrat. Donc, j'avais l'opportunité d'aller dans les pays du Golfe. À l'époque, il y avait les pays du Golfe qui étaient Dubaï et consorts. Donc, j'avais reçu une offre là-bas. Et puis après, j'ai eu un club turc. Et moi, à 33 ans, j'avais encore... envie de jouer. Ouais. Je me suis dit, c'est bien d'aller à Dubaï et consorts, mais où est-ce que je peux me rapprocher de ma religion? Parce que aussi, moi, je suis quelqu'un d'assez religieux. Ouais, non, on va y venir sur ce sujet-là. Donc, pour moi, j'avais besoin de découvrir autre chose et je me suis dit, la Turquie, ouais. Et à ce moment-là aussi, il y avait Dembaba, Moussasso, Isserdia, Doudou Jacques Fati. Il y avait une petite communauté sénégalaise là-bas et ils me disaient, Djomon, c'est la Turquie et qu'on sort. Et donc, je suis parti 3 ans. J'ai fait 3 ans à Eskişehir. Les supporters turcs, ça doit être quelque chose aussi. Non, c'est la folie. Ouais. Et moi, en fait, c'est ça que j'aime. Le football, pour moi, c'est la passion. Ouais. J'ai toujours aimé ce côté sulfureux, des ambiances de malade. Après, quand tu joues Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş. Ça doit être une folie, les stades là-bas, quand c'est les gros derbys. Non, même nous, franchement, on est arrivé là-bas. Eskişehir, c'était un bon petit club. C'était un bon club qui se maintenait. Et en 2 ou 3 ans, on a fait de très bonnes choses. On s'est qualifié en Coupe d'Europe. On a fini 5e. On a fait les préliminaires de barrage pour jouer l'Europa League contre Marseille. Donc vraiment, là-bas, ma première année, j'ai mis 15 buts. Wow. J'avais 33 ans. Donc non, franchement, j'ai super expérience de vie, la Turquie. Est-ce que tu avais une célébration?
Ouais, moi, c'était ça. C'était ça, ouais, la folie. Ouais. Tu vois, même avec. Alors, ma femme, son plus grand rêve, hein, c'est de courir et de sauter sur les genoux et de glisser. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elle voit cette célébration d'un joueur de foot, elle se dit, mais ça doit être une sensation quand tu fais ça, que tu as un stade qui crie parce que tu as marqué, que tu glisses dans le truc à chaque fois. L'adrénaline. Ouais. Tu sais, marquer. Moi, des fois, c'est ça qui me manque. Ouais, non, j'imagine. C'est pas de jouer au Est-ce foot. que tu en rêves? Ça, c'est une question que je me pose. Est-ce que tu. Maintenant, tu n'es plus dans la carrière, tu ne joues plus. Mais est-ce que ça t'arrive quand tu dors de rêver à quand tu as marqué un, Non, un but? en fait, c'est l'émotion, Ouais, la sensation. Parce que le sport, en fait, c'est vivre transmettre des émotions et des sensations. Et en fait, ça, tu le vis. Pour moi, il n'y a pas plus beau que marquer un but. Ah non, ça doit être. Marquer un but dans les dernières minutes. Regarde, par exemple, quand Sadio il marque le but contre l'Égypte, le dernier. Oui, non. Le niveau de pression, j'imagine pas. Mais le niveau de délivrance, quand tu le mets. C'est ça. Marquer à la dernière minute, tu marques des buts extraordinaires. Des retournées. Ouais. Ah, franchement, c'est. Et moi, ma célébration, parce qu'à l'époque, quand j'étais en Angleterre, j'ai eu pas mal d'offres. Et après, je m'étais cassé le métatarse. Et en fait, mon président, moi, c'est ce que j'ai malheureusement très souvent eu dans mes clubs. Les présidents, ils ne voulaient pas me laisser partir. Ah ouais? Attaché à l'homme? Ils étaient souvent attachés à moi. Et en fait, j'ai souvent eu des offres. Et je devais partir. Moi, je devais partir au PSG, ça, c'est pas fait. Je devais partir à Bordeaux, c'est pas fait. Je devais partir au Milan, c'est pas fait. Si tu avais joué au PSG. Non, ça, c'était mon rêve. C'est ça que j'allais dire. C'est ça qui me manque. Non, je te jure. Hein. C'est pas trop tard. Hein. Non, j'ai failli, hein, mais malheureusement, ça s'est pas fait. Et en fait, mon président, à l'époque, quand j'étais à West Brom, pendant la période du mercato, il m'a pas laissé partir. Et après, il me disait non, entraîne-toi et ceci, cela, le temps qu'on trouve. Et quand je m'entraîne, je me fais une blessure au métatarse et je suis absent 3 mois. Et donc, en fait, il m'a empêché de partir où je voulais. Ok. Et donc, en fait, ça, je l'ai très mal vécu. Et le premier match où je suis revenu, on jouait West Brom Leeds, je rentre, après 3 mois de blessure, et on gagne 4-2, je marque 2 buts. Et dès que je marque, je vais voir le président et je lui fais comme ça. Tu sais, j'étais fâché avec lui. Je lui ai dit, mais toi, je lui ai dit, toi, t'es fou. Et en fait, lui, il l'a mal pris. Deuxième match, deuxième but, je vais le voir et je lui dis encore, t'es fou. Et lui, il savait que c'était pour lui. Le week-end d'après, je marque encore 2 buts. Je refais, et après, je me suis dit, ah ouais, ça c'est ma célébration. Ça, c'est ma célébration. Et après, elle est restée comme ça. Mais c'est fou ce que tu dis, parce que tu vois, pareil, nous, grand public, on se rend pas compte de tout ce qui est politique dans le jeu et tout. Et tu vois, je pense que tu marques. Et toi, tu vas provoquer ton. Ah non, moi, les gens, c'est. Ton directeur. Non, tu le regardes. Je lui dis, t'es fou. Et en fait, c'est comme ça met. Tu sais, l'adrénaline qu'on sort. L'adrénaline, comment à ce moment-là, tu marques, et là, ta première réaction, c'est pas je vais voir les supporters, c'est je vais te montrer que. Voilà. Mais en fait, c'est pour ça que le football, c'est beau. Ouais. Je me rappelle aussi un jour d'une célébration d'Adebayor. Tu te rappelles quand il était parti du côté. Il a couru tout le terrain pour aller voir les anciens supporters. En fait, des fois, là, la folie. Le sang il monte au cerveau et tu réfléchis plus. Ouais. C'est ça aussi qui est beau. Non, c'est magnifique. Ça fait partie du sport de haut niveau. Donc, tu finis ta carrière de footballeur en Turquie. Ouais. Et avant d'arriver à la suite, après ta carrière de footballeur, ça, c'est une des questions fortes pour moi, je pense, dans notre discussion. À quel moment tu embrasses l'islam dans ta vie? Parce que pour les gens qui te suivent, pour les gens qui te connaissent, tu es quelqu'un qui fait beaucoup de rappels, qui est très engagé, qui défend les valeurs de cette religion énormément, qui va souvent faire des pèlerinages et tout, et qui transmet de très beaux messages par rapport à notre religion. Mais en tant qu'enfant métis, comme tu l'as dit tout à l'heure, tu as la maman qui est catholique, le papa musulman. Est-ce que toi, tu découvres ta religion très jeune, ou c'est plus un peu comme moi dans l'adolescence? Moi, c'est dans l'adolescence, je vais dire fin d'adolescence, 18 ans, 19 ans, que je me dis que je me considère musulman, je suis musulman et je veux embrasser cette religion-là. Comment toi, ça arrive dans ta vie? Non, après, pour moi, c'est très simple. Ça veut dire que, tu sais, même dans la religion musulmane, on dit que c'est le papa qui transmet la religion. Donc moi, je nais musulman. D'accord. Je ne suis pas quelqu'un qui me suis converti ou ma maman m'a initié au christianisme. Non, mon père, moi, mes enfants. Lui, est musulman, mes enfants seront musulmans. Voilà. D'accord. Donc il y a eu tout le temps cette tolérance-là, que ce soit ma soeur, mon petit frère, on ne mange pas de porc, on est musulman. Notre maman, elle respecte ça. Donc ça, c'est le papa. Et après, il y a différence entre être musulman et pratiquant. Ouais. Voilà. Donc ça veut dire que moi, je grandis un peu comme tous les enfants.
tu pries pas, tu fais tes trucs à gauche, ton adolescence et tout ça. Mais moi, où j'ai vraiment commencé à me rapprocher de l'islam, c'est vers les coups de 16-17 ans. D'accord. Même mes voyages ici au Sénégal me faisaient du bien. Et j'ai toujours eu par contre, j'ai toujours eu beaucoup de tolérance envers toutes les religions. Moi, j'ai toujours eu ce cheminement spirituel de comprendre pourquoi tu faisais les choses. Et pour moi, l'islam, c'est juste la continuité du judaïsme, du christianisme, et ensuite, tu arrives à l'islam. Donc, en fait, pour moi, c'est quelque chose de très logique. Et après, ma pratique, elle a été... elle a augmenté au fil des ans. Et puis moi, je pense que la religion, c'est quelque chose de très personnel. Oui. Mais dans le monde dans lequel on vit actuellement, on dénigre tellement l'islam que moi, je me dis c'est important qu'on véhicule certaines paroles. Et que nous, personnes des médias ou personnes un peu du pouvoir public, on puisse apporter une autre image et véhiculer certaines paroles qui font qu'elles vont contrecarrer ce que les médias populaires et tout essaient de donner comme image de notre Sinon, moi, je suis quelqu'un, je ne vais pas mettre en avant ma religion ou ma pratique, mais je me suis dit, et en fait, ça, c'est un de mes premiers voyages que j'ai fait à la Mecque. En fait, moi, je suis parti très jeune à la Mecque faire ma première Umrah, parce que nous-mêmes, dans l'équipe nationale Sénégal, on était une petite communauté où on était quand même pas mal religieux. Donc, moi, ma première Umrah, je l'ai fait, j'avais 23 ans. Waouh. À différence d'autres jeunes qui aiment se dire, moi, tiens, j'ai 22, 23 ans, je vais aller... Non, moi, je me suis dit, Dieu m'a beaucoup donné. Il m'a permis de réaliser mon plus grand rêve, d'aider ma famille. Donc, on est parti d'Mbaba, Moussasso, Issiardia, Jacques Fati. Il y avait à l'époque Djibril Sidibé aussi qui était en équipe de France. On est parti à 6 et on a fait la première Umrah à 23 ans. Et donc ça m'a beaucoup ouvert l'esprit sur comment me comporter en communauté, quelle était l'importance d'être un sportif de haut niveau. Parce que grâce à Dieu, on a réussi à rencontrer Cheikh Soudais. Cheikh Soudais, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est l'imam de la Mecque. D'accord. C'est un des plus grands récitateurs au monde. C'est comme si dans le football, tu croisais Cristiano Ronaldo ou Messi. D'accord. Donc lui, pour avoir audience avec lui, c'est extraordinaire. Très, très compliqué. Et donc, via un grand frère qui s'appelle Abdel Rachid, un ancien footballeur qui s'est converti, lui, il avait pas mal de connaissances là-bas. On a réussi à rencontrer l'imam de la Mecque. Et en fait, lui, il nous a donné 2 conseils. Nous, quand on était là, on a dit, Cher, est-ce que tu peux... Il a dit, le premier conseil que je vous donne, c'est accueillir toujours les gens avec un visage souriant. Lui, tu le vois, c'est une lumière. Tu sais, quand il arrive à la Mecque, quand il va faire il a des gardes du corps, c'est une personnalité, mais l'aura qu'il dégage. Et tu sais, beaucoup de gens disent dans l'islam, les gens, ils sont fermés. L'islam, c'est assalamu alaikum, c'est que la paix soit sur toi. Oui. L'islam, c'est une religion de paix. Ceux qui veulent essayer de diaboliser de façon, oui. C'est la paix. Donc lui nous a dit, première des choses, visage souriant. Parce que les gens, ils vous lisent, ils vous regardent. Si tu as le visage fermé, directement, tu peux éloigner des gens de la religion. Et le deuxième conseil, il a dit le bon comportement. Il a dit, ayez un comportement parce que les gens, ils lisent pas le Coran, ils vous lisent vous. Ils disent que c'est toi le musulman. Regarde comment tu vas te comporter. Et il dit, vous, en tant que footballeur, vous êtes des ambassadeurs de la religion. Donc, essayez toujours d'avoir un bon comportement. C'est pas par la parole, c'est par ce que vous faites. Les gens, ils vous lisent vous. Et moi, c'est quelque chose qui m'a marqué. Je me suis dit, quand même, il va toujours falloir essayer d'avoir un comportement en adéquation avec nos paroles. Et même des fois, sans parler, les gens ils vont te regarder. C'est comme tes enfants. Toi, tu as des enfants. Les enfants, ils sont beaucoup dans le mimétisme. Ils sont pas là. Tu parles pas, tu vas faire ta prière. Ton fils ou ta fille vont venir, elle va prier. Effectivement. Donc, moi, j'ai toujours eu un peu ce côté spirituel. Et après, j'ai fait quoi 4 ou 5 Umrah. Et l'année dernière, grâce à Dieu, j'ai pu faire mon Hajj. Donc, ça, c'était le maximum. Mais c'est fort, comme tu dis, qu'à 23 ans, surtout quand tu es dans ce milieu-là, d'être conscient et de ne pas être attiré justement par l'appât des lumières de l'autre côté, de la célébrité et tout, et de te dire que j'ai une conscience, j'ai une responsabilité vis-à-vis de l'opportunité que Dieu m'a donnée, et je me dois de saisir cette opportunité et de faire au mieux avec la chance que j'ai pour apporter aux autres. Et donc, tu finis ta carrière de footballeur. Quand tu finis, est-ce que tu as déjà la vision de ce que tu fais actuellement ? On va y venir, c'est-à-dire le développement de jeunes, création de centres de formation et tout. Ou est-ce que
c'est quelque chose qui, quand tu finis ta carrière, tu t'arrêtes et tu te dis après, je vais voir ce que je vais faire. Ou c'est quelque chose qui est déjà visualisé? En fait, moi, c'est exact. Moi, je vis dans l'instant présent. Ouais. C'est bien de préparer, mais c'est bien de pas trop se projeter. Parce que aujourd'hui, on est là. Est-ce que Exactement, on n'a aucune garantie. Donc moi, en fait, dans ma structuration, je me suis dit, je vais me marier aussi très jeune. D'accord. C'était parce que, comme tu l'as dit, les strass, paillettes, tu peux très, très rapidement te perdre. Ça veut dire chaque âge a ses plaisirs, mais à un certain moment, il faut savoir dans quelle direction tu vas aller. Donc moi, la femme avec qui j'étais très jeune, je me suis pas dit, ah ben maintenant, c'était difficile quand on était en bas. Une fois que j'arrive en haut, non. Allez, salut. Non. Dans la vie, il faut être reconnaissant. Et c'est ce que j'inculque également aux jeunes avec qui on travaille, c'est que ceux qui t'ont aidé ou ceux qui t'ont soutenu, quand c'était compliqué, c'est eux les premiers qui doivent être bénéficiaires de ta réussite. Et donc moi, j'ai décidé à 22, 23 ans déjà, je me suis marié. Et après, j'ai fondé ma famille. Donc ce socle familial, ça m'a beaucoup permis d'avancer. Je le dis, même si aujourd'hui, je n'aurais pas eu ma femme, il y a beaucoup d'erreurs que j'aurais faites. Et donc, nous, qu'est-ce qu'on a décidé? On a décidé d'avoir un certain capital. Et à la fin, parce que tu ne sais jamais où est-ce que tu vas finir, les opportunités de vie et consorts. Moi, j'ai arrêté à 35 ans. Et c'est à 35 ans, je me suis dit, bon, maintenant, voilà, on a un petit peu capitalisé. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, c'est venu au fur et à mesure, mais c'est pas, je me suis dit, il y en a, par exemple, ils vont se projeter. Aujourd'hui, on peut voir Habib Bey, par exemple, entraîneur. Lui, il a toujours eu l'âme d'entraîneur. Ouais. Ah, Habib, même quand on était en équipe nationale, il prenait ses notes. Ah ouais. Il a toujours, Omar Daf, pareil. Okay. Donc, ils avaient vraiment cette fibre-là. Moi, j'avais beaucoup plus la fibre fondation. D'accord. Je voulais être vraiment dans le social. Je me suis dit, s'il faut que je fasse quelque chose... C'est dans l'impact social. Voilà. Parce que j'ai beaucoup travaillé ici avec l'Empire des enfants, avec SOS Enfants. Donc, j'ai toujours eu ce côté de give back. Ça veut dire que Dieu il m'a donné quelque chose. Comment je vais pouvoir le rendre? Parce que mon papa, il me disait une chose très souvent. Il m'a dit, le plus important dans la vie, c'est pas que tu aies réussi à être footballeur professionnel. Le bon Dieu ne va pas te dire, voilà, aujourd'hui, il va dire, qu'est-ce que tu as fait de ta notoriété? C'est ça. Voilà. Tu seras jugé sur tes actes. C'est pas sur combien de... On dit, oui, tu as gagné le Ballon d'Or, tu as gagné la Ligue des Champions. OK. Bon, maintenant, comment tu mets ta notoriété au service de la communauté? Dieu va te dire, j'ai donné cet argent. Qu'est-ce que tu as fait avec cet argent? Tu avais l'opportunité d'être impactant sur les jeunes. Est-ce que tu as été impactant sur les jeunes? Donc, nous, en 2015, quand j'arrête ma carrière, avec mon épouse, on avait acheté un terrain ici, on avait notre maison, on a dit, on prend les bagages, on prend les enfants et on rentre en Afrique. Machallah. J'ai une question. Finalement, ton bac, à 17 ans, tu l'as passé? Non, je ne l'ai pas passé. Parce que ma question, c'est quand tu finis à 35 ans, est-ce que ta maman, elle dit, bon, maintenant, ça y est, tu le passes, le bac? Je suis le seul de la famille qui n'a pas eu son diplôme. Donc, on rigole avec mon frère et ma soeur, mais bon, on est le diplôme de la vie. Exactement. Donc, voilà. Tu rentres au Sénégal avec ta famille. Ta femme, elle est sénégalaise ou... Ma femme, elle est mauricienne réunionnaise. Mauricienne réunionnaise, ouais. Ok. Ah, les enfants, ils doivent être magnifiques. Ouais, Machallah. Ils sont pas mal. Donc, mais elle connaissait le Sénégal de venir avec toi à chaque fois. On venait, en fait. Elle m'a suivi. Ouais. Et elle, c'est pareil. Tu sais, quand tu commences à voyager, au départ, Paris, tu as des grandes lumières. Et là, Paris, c'est magnifique. Mais quand tu commences à sortir, tu te dis que non, tu ne peux pas vivre à Paris. Tu vas à Londres. Londres et Paris, c'est deux mentalités qui sont complètement différentes. Et moi, j'ai vécu à Rome, j'ai vécu à Istanbul, j'ai vécu à Ankara. Et j'ai fait à peu près tous les pays du monde. Même à la fin de ma carrière, j'ai même joué en Inde 3 mois. Oui, c'est vrai, j'avais vu ça, effectivement. Parce qu'en fait, quand je rentre au Sénégal, moi, je suis quelqu'un, quand même, je fais attention, je m'entraîne et tout ça. Et à l'époque, il y a un agent, Bruno Satin, il me dit, mais Dieu merci, pourquoi tu arrêtes de jouer? Tu peux encore? Tu peux encore. J'ai dit, non, mais t'as vu, moi, ça y est, c'est bon, je vais rentrer dans le monde des affaires et consorts. Il me dit, non, on est en train de lancer une ligue avec Olivier Dacour et tout ça. Il y a Trezeguet, il y a Anelka, il y a Consort, il y a une draft, ça peut être sympa. Et moi, j'aime voyager. Ouais. En fait, je trouve que découvrir des cultures, c'est bien de jouer au foot, mais c'est bien aussi de voir les choses à gauche, à droite. Donc, je pars en Inde. Je laisse ma femme et mes filles ici et je pars en Inde 4 mois. Donc après, une fois qu'on ferme cette parenthèse, tu sais, ce qui est très important, c'est que dans ta structure familiale, c'est qu'il faut que ton épouse, elle soit bien quelque part. Parce que moi, je suis quelqu'un qui voyage beaucoup. Donc je lui ai dit, où est-ce que tu te sens bien? Voilà. Et elle, dès le départ, elle m'a dit, moi, je me sens bien au Sénégal. Machallah. Donc on a dit, bon, c'est le Sénégal. Alors on avait déjà notre maison. Ouais. On a dit, allez, on rentre au Sénégal. On avait ce projet de faire un immeuble. Voilà. Pour sécuriser nos investissements et également travailler
dans le football et dans le social. C'est ça, parce qu'aujourd'hui, maintenant, tu travailles beaucoup, toujours dans le football, mais beaucoup avec des jeunes aujourd'hui. Si je dis pas de bêtises, donc tu as monté une école qui est au Mali. Tout à fait. Exactement. Depuis combien de temps cette école existe? En fait, le concept, c'est... moi, j'ai travaillé avec mon agent. Ouais. Comme je dis, lui, c'était un Malien. D'accord. Et il m'a donné l'opportunité. Donc, pendant 20 ans, on a cheminé. Et à la fin, on a dit, regarde, créons notre propre école de football. Parce qu'on voyait, en fait, moi, c'est ce qui me dérangeait. Je voyais qu'il y avait beaucoup de talent en Afrique. Mais les gens, ils venaient trop l'exploiter. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on pouvait former un jeune et les Européens venaient et ils payaient des cacahuètes pour prendre nos jeunes. Et surtout, la qualité aussi de l'enseignement, elle n'était pas au niveau que moi, que tu avais connu. Que j'avais connu. Donc, je me suis dit, viens, on crée une académie ici pour pouvoir aujourd'hui rendre au football ce que le football m'a donné. C'est-à-dire que moi, j'ai réussi. J'ai vu que ça a été un ascenseur social pour moi. Au lieu de créer une fondation ou juste travailler avec les jeunes, ben voilà, je vais mettre un projet global, football, éthique, et on crée notre structure. Et comme on avait les personnes ressources directement sur place, parce que ce qui fait le projet, c'est pas l'argent. Il y a beaucoup de gens qui se disent, ben, tiens, j'ai investi de l'argent. Non. Non, c'est est-ce que tu as les bonnes personnes pour construire, mener ce projet à bien. Voilà, effectivement. parce que quand la barque elle va tanguer, il faut que tu aies des personnes solides. Et Ouais. nous, on avait vraiment ces personnes-là qui étaient directement au Mali. Et c'est pour ça qu'on a appelé notre projet Afrique Football Elite. Parce D'accord. qu'on ne le situe pas dans un lieu, mais dans un espace-temps. D'accord. Ça veut dire que c'est au Mali, mais avec la vision de se dire qu'on va prendre les meilleurs de la Côte d'Ivoire, du Mali et du Sénégal. Et en agrandissant, on va créer des petites succursales, une plus tard au Sénégal et une plus tard en Côte d'Ivoire. Donc c'est vraiment un projet panafricain fait par des personnes panafricaines parce que nous, tout notre staff est pratiquement ivoirien. Les fondateurs sont maliens et sénégalais. Ouais. Et ça prouve que l'Afrique unie, on est capable de pouvoir faire vraiment des très belles choses. Et ça, on me l'a dit, oui, mais Diomansi, pourquoi tu n'as pas créé ça au Sénégal? J'ai dit, nul n'est prophète dans son pays. Ouais. Pour moi, le but, c'est de montrer que moi, je travaille pour la jeunesse africaine. Ouais. Je ne travaille pas pour un pays. Pour un pays. Ouais. Il faut qu'on... Pour moi, les frontières, c'est... Avant, le Sénégal, c'était l'empire du mandingue. Ouais. Si on connaît vraiment l'histoire de l'Afrique, c'est... Aujourd'hui, on a mis des barrières, on se dit, on se fait la guerre entre les Maliens, les Sénégalais. Ça... Non, nous, on est Africains. Ouais. Ça veut dire que moi, ça me fait plaisir de représenter, quand je vais dans un club, un petit Ivoirien, Ouais. un petit Sénégalais, un petit Malien. Ouais. Bien évidemment que on a envie de développer notre pays. Mais le pays, le développement du pays, c'est pas l'endroit où tu vas mettre ta base. Ouais. C'est comment tu vas travailler ta structure pour après arriver à ce niveau-là. Et c'est comme ça notamment qu'après, j'ai découvert Nicolas Jackson, avec lequel on a travaillé. Donc, moi, j'ai vraiment une vision panafricaine de me dire que nous, les grands frères, aujourd'hui, on va être là pour les protéger, Ouais. pour avoir un enseignement de qualité. Et ensuite, pour venir chercher des jeunes chez nous, ça va coûter. Parce que vous n'allez plus venir aujourd'hui piller nos ressources, venir prendre nos jeunes footballeurs, les amener là-bas. Et après, c'est vous qui vous faites de l'argent sur eux. voilà, avec votre méthodologie. Donc, nous, on est vraiment au début, au milieu et à la fin. On forme, on fait partir les joueurs. Moi, j'aime pas dire vendre, on les fait partir et ensuite, on les accompagne. Ouais. Et surtout, vous les accompagnez énormément parce que pour suivre un petit peu ton contenu, ce que tu fais, j'ai vu que le pauvre Nicolas Jackson a subi énormément de critiques en début de saison et en fin de saison dernière, début de saison. Et j'ai vu comment tu as pris régulièrement la parole pour le défendre, régulièrement la parole pour critiquer un petit peu ces médias qui étaient prêts à le descendre tout de suite sur la place publique pour vendre des gros titres, vendre des trucs. Et aujourd'hui, quand on voit les performances qu'il fait en ce moment, plus personne ne dit rien. Tu vois, et moi, j'ai trouvé ça vraiment fort c'est ça, que tu te laisses pas marcher sur les pieds et que tu crois en ce jeune que tu as découvert, tu crois en son potentiel, tu connais son potentiel. Et je trouve que lui-même, ça doit le galvaniser de dire que, mon grand frère là, il est avec moi. Comme tu as dit, quand ça tangue, il est avec moi et il me laisse pas tomber, tu vois. Non, après, comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a quelque chose, c'est aujourd'hui les réseaux. Ça a un impact tellement néfaste. Tout le monde aujourd'hui peut parler, dire tout et n'importe quoi. Et tant que pour moi, ce sont les médias français ou les médias européens qui tombent sur nos joueurs africains, entre guillemets, ça va pas me déranger. Mais quand c'est nos propres frères, c'est là où, quand je vois par exemple un Obi Mikel, la manière dont il s'est comporté en essayant de descendre le petit, c'est là où moi, ça me fait mal. Et c'est pour ça, par exemple, que
moi, j'avais décidé aussi de travailler à Canal+, en tant que consultant, pour que nos voix portent. Ouais. Qui parle pour nous? Ouais. Qui parle pour nos joueurs? Moi, j'aime bien le football et consorts, mais à un moment, c'est ce qu'on s'est dit avec les Patrick Mboma, avec les Foussi Diawara, avec les Kaba Diawara. Il faut qu'on soit dans les médias. Il faut que les gens nous entendent. Il faut qu'on puisse faire barrière. Parce que si tu les laisses, ils vont pouvoir dire tout et n'importe quoi. Et moi, c'est pour ça que quand je travaille à Canal+ Afrique, c'est pas pour me dire, voilà, aujourd'hui, je suis content d'être... Non, c'est notre voix va compter. S'il faut qu'on puisse protéger nos jeunes, on va également le dire avec notre vision, avec notre vision et avec notre pragmatisme. Et Nicolas Jackson, c'est quelqu'un qui a reçu beaucoup de critiques. Énormément. Moi, je l'ai connu, il était au village. Wow. Jackson. La première fois que je l'ai vu, j'ai dit, ce petit, c'est un génie. S'il travaille, il va faire de très grandes choses. Qui est sorti d'un village en Casamance en 5 ans à arriver à Chelsea. Donc, il a eu un parcours extraordinaire. Bien évidemment, il va faire des erreurs. Il y a encore quelques déchets techniques. Il doit s'améliorer. Ça, on n'en dit ce qu'on vient pas. Mais ce qu'il a réussi à faire en si peu de temps, 5 ans. c'est extraordinaire en fait. Tu vois un petit qui est passé du Casa à Villarreal, de Villarreal à Chelsea. Il a eu une ascension fulgurante. Et ces mêmes gens, ils veulent nous expliquer que lui, il ne sait pas jouer au football ou qu'il n'est pas capable de marquer des buts, alors que le petit, en même pas 2 ou 3 ans, il est déjà à 40 buts entre la Liga et la Première Ligue. Ouais. Donc en fait, c'est de la méchanceté. C'est toujours avoir un regard qui est différent. Et moi, à ce moment-là, je me dis non, je peux pas te laisser. Donc c'est là où nous, les grands frères, on va prendre position avec toujours de l'objectivité. Parce que la critique positive, pour moi, elle est importante, même pour le footballeur. Tu as toujours une marge de progression. Mais être méchant, pour moi, ça, je peux pas laisser passer. Mais après, le plus important, par exemple, sur un Nicolas Jackson, moi, dans mon accompagnement, c'est quel homme tu es en train de devenir. Quand je vois qu'il était dans des situations compliquées et qu'aujourd'hui, il a acheté une maison à sa maman au Sénégal et qu'on était là dans cette structure, moi, c'est là où je suis fier. Et c'est là où je me dis, il est en train de prendre le bon chemin. Quand il va dans son village et qu'il achète tout le matériel scolaire pour tous les enfants d'où il est issu, qu'il donne des sadakas, qu'il fait des réparations de mosquées, qu'il donne des sacs de riz. C'est là où je me dis, ouais, on a réussi. Tout ce que vous dites, ça ne peut pas le toucher parce que moi, c'est l'homme que tu es en train de devenir qui me fait comprendre que oui, ce qu'on est en train de faire avec toi, on est sur le beau chemin et on va continuer à les protéger. Et eux, ils ont besoin d'avoir ce soutien de ces grands frères sont là. Par exemple, Didier Drogba, il a pris la parole pour dire laisser Jackson. Moi aussi, quand je suis venu à Chelsea, c'était compliqué. Il a même pris son téléphone et il a parlé avec lui. On a parlé, Didier m'a dit, passe-moi le petit, je vais parler. Adebayor, la même chose. Adebayor, il m'a dit, il l'a appelé. Et en fait, il faut qu'on arrive à créer une coalition, de se dire que non, nous, les Africains, on doit être solidaires les uns avec les autres. Mais comment une personne, par exemple, aujourd'hui, comme Obi Mikel, qui est un grand, qui a fait énormément de choses, pourquoi tu vas tomber sur le petit pour essayer de le descendre devant les autres? Non, ça, nous, on ne peut pas l'accepter. Et on va toujours le combattre. C'est fort que, quand même, aujourd'hui, tous, en tant qu'anciens footballeurs, vous ayez gardé quand même ce lien, tous ensemble. Tu vois, vous avez été adversaires en équipe nationale, dans des clubs et tout. Mais aujourd'hui, on sent vraiment, comme tu le dis, un Didier Drogba qui t'appelle et tout, un Adebayor qui t'appelle. Vous avez cette unité, j'ai l'impression, quand on vous regarde un petit peu ensemble, dès qu'il y a des grandes compétitions et tout, on sent ce côté grande famille. Tu vois, quand on vous voit tous ensemble et tout. Et pour que le grand public aussi peut-être s'en rende compte, parce que comme tu dis, toi, quand tu vas pour être sur un plateau Canal, excuse-moi, mais financièrement, tu n'en as pas besoin. C'est pas ça qui va te faire. Donc, c'est vraiment que tu le fais parce que tu penses que c'est nécessaire que ta voix, en tout cas, que tu sois là pour défendre ces gens-là. Et c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur ça. C'est pour que les gens comprennent que quand tu vas là-bas, c'est parce que ça te tient à cœur et que tu as vraiment envie de défendre ces jeunes-là. Et pour clore un petit peu notre discussion, parce que je pourrais parler pendant des heures avec toi, j'ai tellement de questions foot et tout ça, mais c'est quoi où tu te vois dans 5 ans? Disons, est-ce que tu te projettes à ce niveau-là déjà, ou est-ce que, comme tu disais tout à l'heure, tu préfères rester dans le day-to-day, allez, au pire, tu vois sur 6 mois, mais tu veux pas aller aussi loin et tu avances. Comment tu avances? Bon, déjà, se répondre sur la question de ce qu'on a réussi à créer entre les adversaires d'hier et aujourd'hui, les ramifications où vraiment on est comme des frères. Ça veut dire qu'aujourd'hui, que ce soit JJ Okocha, Adebayor, Samuel Eto'o, Didier Drogba, toutes les légendes du football africain, on a un grand frère qui s'appelle Anthony Bafoué,
qui lui est au Ghana. Moi, j'ai travaillé à la CAF en tant que TSG, Technical Study Group. Donc, en fait, j'étais rentré pour amener mon expertise sur le football africain et comprendre quelles étaient les problématiques et comment on pourrait être impactant sur le développement du football africain. Donc, j'ai travaillé pendant 4 ans là-bas. D'accord. Et en fait, lui, il a créé un petit organisme qui s'appelle les Légendes du football africain. Et c'est à ce moment-là qu'il les a tous réunis. Il a dit, attendez, à un moment, nous, il faut qu'on fasse bloc. Il y a le Variété Club de France. Pourquoi nous, l'Afrique, on ne réfléchirait pas en une seule et même voix. Et il a créé cette petite association qui s'appelle les Légendes du football africain. C'est pour ça que tu nous vois très fréquemment faire des matchs de football ou quand il y a des grandes cérémonies à la CAF et qu'on sort, tous les anciens footeux, parce qu'on dit, il y a les politiques, mais en fait, qui sont les vrais acteurs? Les vrais acteurs sont les joueurs. Et on avait écarté les joueurs de cette petite... mais c'est un peu ce petit engrenage, parce que le joueur, lui, il fait quoi? Il va toujours regarder l'intérêt du footballeur. On n'est pas dans des histoires de... Oui, non, on voit... Non, l'important, c'est comment on peut faire pour que nos petits frères, aujourd'hui, peuvent se récolter ce que nous, on avait sommé. Parce qu'en réalité, nous, on est des éclaireurs. Nous, on est parti là-bas, on a ouvert la voie. Maintenant, ce que nous, on a fait, ça doit servir à nos petits frères. Et c'est pour ça que moi, des fois, je n'arrive pas à comprendre que certains ne veulent pas que les petits soient meilleurs que nous. T'entends, oui, à notre époque, nous, on a... Mais nous, c'est fini. Nous, notre temps, il est passé. C'est moi, aujourd'hui, si je vois un Jackson, il est à Chelsea. Mais c'est là où j'ai réussi. Moi, avec ce que j'ai réussi à faire, je suis là. Les petits conformes, ils sont là. Mais après, dans 10 ans, il faut que d'autres petits soient là. Il faut que... C'est pas normal qu'aujourd'hui, dans le football, un George Weah, on n'ait qu'un seul ballon d'or africain. Un ballon d'or. Non, mais ça... Sur tous les talents, un Yaya Touré n'aurait pas mérité un Samuel Eto'o, un Drogba. Non. Donc, ça veut dire que nous, on doit viser l'excellence petit à petit. Et c'est pour ça que tout à l'heure, quand on disait qu'on a fait une coalition, on va être beaucoup plus forts tous ensemble. Ça, c'était le premier point. Sur le deuxième point de Canal+, regardez un Habib Beye. Habib Beye, quand il va sur les plateaux télé, il ne se démonte pas. Quand je vais sur un plateau télé, je ne me démonte pas. Bien sûr. On ne va pas se démonter. Pourquoi? Parce qu'on a eu la même réalité que vous. On a joué dans les mêmes championnats que vous. On a eu les mêmes titres que vous. Vous avez fait des Coupes du Monde, Coupe d'Afrique, Coupe d'Europe. Ça veut dire qu'on a à égalité. Ce que vous avez vécu, on l'a vécu. Voilà. Et on a la chance qu'avec, normalement, Canal+ Afrique, qu'un grand directeur, Pierre Chodzek, qui lui donne la parole, il nous dit, ne vous bridez pas. Moi, à un moment, pourquoi j'ai fait l'émission Droit dans les yeux? On voit Sadio Mané, il fait des saisons extraordinaires, on a du mal à le placer dans le Ballon d'Or. Ça veut dire qu'on a un vrai problème d'archives. Et c'est ce que tu disais, on le disait même en off. Le Sénégal, il a été champion d'Afrique. Elles sont où les images? C'est pas possible. On doit vivre à travers ça. On doit se dire que nous, dans 10 ans, regardez ce qu'ils ont fait les petits frères, regardez ce que a fait un El Hadji Diouf, regardez ce qu'a fait un Khalilou Fadiga, regardez ce qu'a fait un Sadio Mané. Mais on n'a pas d'archives. Donc, à un certain moment, il faut que nous aussi, on arrive à placer le curseur un peu plus haut dans les médias. C'est pour ça qu'aujourd'hui, toi, ton podcast, il est trop intéressant. Non, mais c'est la réalité. Nous, on regarde. Moi, je me dis, Olivier, il est en train de donner de la force. Il donne la parole à ceux qu'on n'entend pas. Demain, il y a un petit jeune, il va être à l'autre bout du monde. Allez, je vais sur YouTube. Je regarde, ouais, ça, c'est inspirant. Nous, on doit être des inspirations. C'est pour ça, même ton t-shirt. On doit être des inspirations. On doit inspirer de vous dire, toi, tu vois Joe Mancy là à la télé, moi aussi, je peux être à la télé. Il sait parler, moi aussi, je vais apprendre à parler. On va pas se mettre... on va plus se minimiser. Nous, l'Africain, on est là. On va continuer à rêver grand et à avoir de grandes aspirations. Et après, comme tu disais sur où est-ce que je me vois, moi, je suis pas quelqu'un de politique. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, ouais, Joe Mancy, on aimerait bien que tu sois président de la Fédération sénégalaise de foot. Non, moi, je peux travailler avec toi sans être dans les petits papiers. Moi, ça fait 10 ans que, dès que j'ai arrêté ma carrière de football, je suis avec l'équipe nationale du Sénégal. Je parle tout le temps avec le président. J'ai un très bon rapport avec les joueurs. Moi, je me vois comme une petite fourmi. Moi, je suis un bosseur. Moi, j'aime le terrain. Ce que j'aime, c'est développer mon académie, être aux côtés des jeunes, avoir le plus de joueurs que j'arrive à faire sortir, parce que à partir du moment où je fais sortir un joueur, je fais sortir toute sa famille. Ah oui, et ça impacte toute une communauté. Et donc, je serai toujours dans le milieu du football, parce que le milieu du football, c'est ce qui me fait vibrer. Mais je me vois développer mon académie et je me verrai jamais dans des instances. J'avais la possibilité de travailler à la CAF, de travailler avec la fédération,
de rester dans les médias. Mais non, moi, mon cœur de métier, c'est être sur le terrain, rencontrer c'est des le jeunes. terrain. Ouais. C'est être sur la terre, sur la boue, découvrir, rencontrer. On le voit, hein, c'est pour ça que j'invite beaucoup vraiment les gens à te suivre sur les réseaux, parce qu'on le voit, on te voit sur les petits terrains en Côte d'Ivoire, dans les petits quartiers, en train d'échanger avec les jeunes, de rencontrer ces jeunes. Et même, tu vois, même si ces jeunes-là ne sortent pas du quartier, le fait de te rencontrer, les gens ne se rendent pas compte la bouffée d'air que ça peut leur faire de se dire « Waouh, j'ai rencontré un joueur de football professionnel ». Ils sont pas loin, genre, ils sont là, tu vois. Et donc, ça permet de visualiser, tu vois, pour ces jeunes et de leur donner. Et j'imagine quand tu leur racontes ton histoire et tout, ils doivent se dire « Ah ouais, ok, il y a du travail ». Et c'est ça surtout, leur faire comprendre qu'il y a énormément de travail pour devenir un joueur professionnel. Donc, vraiment, chapeau pour tout ce que vous faites. Et donc, je veux pas te retenir plus longtemps parce qu'à 1h40, on est dans les temps. C'est bien, c'est un match de football. C'est bon. On est dans les matchs de football. Mais en tout cas, c'est un énorme plaisir d'avoir pu échanger avec toi. J'attendais depuis longtemps cette conversation. Je suis encore plus fan de l'homme, tu vois, maintenant qu'on a discuté ensemble et que je connais un peu plus son parcours, parce que comme je te le disais en off, j'aime découvrir mes invités quand je leur parle. J'aime pas faire de travail de recherche et tout. Et quel parcours de vie, quel parcours exceptionnel. Je te souhaite de continuer d'inspirer encore beaucoup de jeunes, de nous aider à faire sortir des talents. Et quand je parle de talent, je parle pas forcément même de joueurs, que ça soit peut-être un futur grand entraîneur, un futur grand préparateur physique, parce que souvent les gens, quand ils pensent formation football, ils pensent que aux joueurs, mais il y a tellement de... Il y a tout un ensemble. Un écosystème à développer. Je te souhaite de continuer de rêver grand et de nous faire rêver avec tous tes projets. Et en tout cas, merci énormément pour le temps que tu as pris de venir échanger avec nous. Je vous invite à aller surtout suivre Diomansi sur ses réseaux. Allez lui donner de la force, allez voir tout ce qu'il fait. Et vous allez voir qu'il est hyper inspirant au quotidien. C'est pas que dans la discussion, là. C'est au quotidien, il est inspirant. En tout cas, la team incroyable. Je vous souhaite de passer un excellent dimanche et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Peace! Allow me to reintroduce myself. My name is Ho.